tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On va peut-être ouvrir les micros, oui ça sera mieux, là on va ouvrir aussi, voilà. Ah c'est la reprise, hein, on s'est pas vu depuis un petit moment, donc il faut tout remettre en ordre. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, comme je disais, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30. On va parler de toute l'actualité sportive au plan national, international, et puis également on va s'intéresser à ce qui s'est passé la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Ligue 2 avec la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard. On reviendra aussi sur ce qui s'est passé en National 2, en National 3. Je pense que j'ai un peu tout dit. Il y aura aussi du handball, bien évidemment. On n'oublie pas le handball. On n'oublie pas aussi le basket. Enfin bref, vous avez compris tout ce qui a à faire avec du sport. Bonsoir, messieurs. Ah ben, on est avec Arthur ce soir et avec Fred Fitch. Comment ça va? Eh ben écoute, très bien. Allez, parlez un petit peu plus fort. Voilà, Ça va c'est très bon. bien. Voilà, on vous entend mieux là. Bon, eh bien, messieurs, si je vous propose de commencer par la Ligue des Champions. Allez, on fait un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Allez, on envoie le petit jingle. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Ah, qu'on l'aime cette musique, qu'on l'aime. On va justement s'intéresser à ce qui s'est passé concernant la Ligue des Champions. On commence par le groupe du Paris Saint-Germain. Bon, je peux en parler parce que j'étais du côté de Madrid pour voir cette rencontre entre Madrid et le Paris Saint-Germain qui s'est soldée par un match nul 2 partout avec des Parisiens qui étaient un peu en dedans, un peu beaucoup en dedans. Et finalement, même avec une équipe un petit peu plus faible sur le terrain, en tout cas dans l'état d'esprit, eh bien, ces Parisiens ont réussi à accrocher le match nul en 3 minutes. Messieurs, vous avez suivi un peu cette rencontre? Oui, exactement. Ouais, c'était clair que lorsqu'on voit la première mi-temps du match, il n'y avait pas de questions à poser. Madrid était vraiment devant. L'ouverture de Benzema a bien mis Madrid en confiance et ça a continué pendant tout le match. Mais cette fin de rencontre assez spectaculaire avec l'égalisation de Mbappé et de Sarabia qui ont permis d'arracher le match nul, c'est à la fois rassurant mais inquiétant parce qu'on voit quand même que Paris a du mal à tenir la cadence lorsqu'ils sont dominés et puis qu'ils ont un jeu qui est assez limité contre des équipes qui ont une formation avec un jeu de passe plus court comme le Real Madrid. Bon, moi, je peux vous dire que dans le stade à 2 partout, il y a eu un froid, un blanc de malade. En même temps, c'est normal. C'était assez impressionnant, c'est vrai. Comme tu disais, les Parisiens, bon, ils ne sont pas rentrés dedans. Bon, après, il y a aussi ce penalty. Ce penalty d'entrée sur Icardi, il y a faute. En plus, moi, je suis en face, franchement. D'ailleurs, j'ai pas compris l'arbitre sur le coup qui désigne le point de penalty et ensuite qui sort un rouge. Et normalement, il y a plus de double peine. Donc, pour moi, il aurait dû sortir simplement un carton jaune. Enfin, bref. Après, je sais pas quelle analyse tu fais justement sur ces penalties, mais pour moi, il y avait quand même faute flagrante. Quand tu regardes à la télé, oui, le penalty aurait dû être accordé. Après,
il aurait dû se servir plus de la VAR, mais on peut pas revenir sur la décision. C'est l'arbitre qui a le dernier mot, même si des fois on n'est pas toujours d'accord. Bon, c'est bien parce qu'on était au Real Madrid, hein, parce que je pense qu'ailleurs, ça aurait été sifflé. Mais ensuite, les Parisiens, après ce penalty, eh bien, ils ont pris, je pense, un coup sur la carafe, hein, comme on dit, parce que franchement, je les ai pas reconnus. Hein. Ils sont bien rentrés dans le match. Ils ont pressé haut, ils ont bien pressé le Real Madrid. Et ensuite, après ce penalty, je pense qu'ils ont mis un peu de temps. Ils ont dû cogiter un petit peu. Et puis après, sur le côté, Marcelo et Hazard se sont amusés avec Thomas Meunier qui se retrouvait tout seul. Là, il y avait quand même, pour moi, un gros problème tactique qui a été un petit peu réglé en deuxième, mais pas vraiment, hein, parce qu'après c'était Gareth Bale qui s'amusait aussi, puis avec Marcelo, hein, ça changeait, et ça a été vraiment, vraiment compliqué pour cette équipe parisienne. Mais après, l'entrée de Sarabia a fait du bien en fin de match. Dans le dernier quart d'heure, il a pu apporter de la vivacité, puis quand même rehausser le niveau dans le couloir qui avait beaucoup de difficultés, qui pataugeait. Et son égalisation à la 83e, c'est l'accomplissement de toute cette arme qu'il a apportée sur le terrain, et puis le coaching de Tourelle qui s'est avéré comment dire, concluant. Merci, je perds mon latin. Allez, on va écouter le résumé entre Madrid et le Paris Saint-Germain. Voilà, il est en train petit à petit de retrouver le grand Eden Hazard. Avec Valverde, en rentrée, Isco sur le breton, et Benzema. Le Cabia qui met. Alors lui, il est dans la forme de sa vie. Benzema. Attention à la frappe de France. Superbe parade de Keylor Navas. Casemiro. Isco, quelle prise avec Thiago. Et c'est et encore une fois Navas. Positionnement des uns et des autres, Eric Dimeco, et en attendant Marcelo pour une première situation brûlante après seulement 23 secondes pour Karim Benzema. Petit externe dont il a le secret, Marcelo. Benzema au deuxième poteau, Benzema. Oh le Cabia. Il continue de porter le Real Madrid sur ses épaules. Et ça, le Madrid. Et ça vient après un match. Attention, il faut jouer là. Il faut jouer. Peut-être la manière de se relancer. Et oui, l'erreur. Le contre son camp de Raphaël Varane. Non, c'est Kylian qui la Mbappé. pousse. Kylian la pousse après. On l'a vu préférer. C'est bien joué ça avec Draxler dans le premier temps. Oui, ça va bien. Oh, le PSG qui se remet à l'endroit. En prévision d'un tir du gaucher, voilà. Et il va là. Oh, le poteau. Et il a la baraka, Keylor Navas. Et c'est terminé. Et c'est le premier résultat nul cette saison, toute compétition confondue, de Paris, qui laisse filer ses 2 premiers points de Champions League. Mais qu'importe, hein, ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2. Et oui, on revient sur cette partie avec, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais le gardien du Paris Saint-Germain, Navas, qui a été tout simplement sensationnel. Hein. Il a arrêté pratiquement toutes les frappes du Real de Madrid, parce que le score aurait pu être beaucoup plus lourd s'il n'avait pas été dans les cages. Et on peut même se demander comment le Real Madrid a pu laisser partir Navas du côté du Paris Saint-Germain. Un petit mot sur Navas, Arthur ? Navas, je ne comprends toujours pas pourquoi le Real Madrid l'a laissé partir. C'est une véritable aubaine pour le Paris Saint-Germain, parce que depuis le début de saison, il est juste flamboyant, il apporte beaucoup de confiance et rassure beaucoup les Parisiens dans tous les matchs, puisqu'il a un apport, que ce soit dans son placement défensif et puis dans ses parades, qui font qu'on a retrouvé vraiment un vrai gardien au PSG, ce qui manquait depuis quelques années. Et c'est le bon coup de ce mercato pour eux d'avoir récupéré un joueur du calibre de Keylor Navas. Au classement, ça donne en tout cas, on va déjà vous dire le résultat entre Galatasaray et Club Brugge. Ça s'est fini par un match nul, un but partout également. Donc au classement, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié avec 13 points, suivi du Real Madrid de 8 points. Qualifié également le Club Brugge qui a 3 points et Galatasaray qui a 2 points. Donc ça va se battre pour l'Europa League. Dans le groupe B, c'est le groupe du Bayern Munich qui a lui réalisé le carton en allant s'imposer 6-0 du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Tottenham a battu l'Olympiakos 4-2 au classement. Le Bayern est en tête avec 15 points, suivi de Tottenham, deuxième avec 10 points, et l'Étoile Rouge Belgrade, troisième avec 3 points.
Dans le groupe C, c'est le groupe de Man City, Manchester City qui a fait le match nul contre Shakhtar Donetsk, un but partout. Et l'Atalanta Bergame a battu le Dynamo Zagreb, 2-0 au classement. Man City est en tête avec 11 points, suivi du Shakhtar Donetsk avec 6 points. Dynamo Zagreb est troisième avec 5 points. Et l'Atalanta Bergame ferme la marche avec 4 points. Dans le groupe D, le groupe de la Juventus de Turin qui a battu l'Atlético Madrid 1-0. Et le Bayer Leverkusen est allé battre le Lokomotiv Moscou 2-0. Classement, la Juve est en tête avec 13 points, suivi de l'Atlético Madrid 7. Le Bayer Leverkusen est troisième avec 6 points. Le Lokomotiv Moscou quatrième avec 3 points. Dans le groupe E, Liverpool et Naples n'ont pu se départager un but partout. Et les Red Bull Salzbourg sont allés battre Racing Genk 4-1. Au classement, Liverpool est en tête avec 10 points, suivi de Naples avec 9 points. Ça va batailler un peu pour la première place. Red Bull Salzbourg, lui, est troisième avec 7 points, peut encore se qualifier. Et le Racing Genk, lui, ferme la marche avec 1 point. C'est déjà terminé. Du côté du groupe du FC Barcelone, Barcelone a battu le Borussia Dortmund 3-1. Et l'Inter de Milan est allé battre le Slavia Prague 3-1. Au classement, Barcelone est en tête avec 11 points, suivi de l'Inter Milan 7 points. Borussia Dortmund 7 points. Donc là, ça va se battre également pour la deuxième place. On retrouve le groupe de Lyon, le groupe qui nous intéresse, avec Lyon qui s'est incliné du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, alors que dans le même temps, les Red Bull Leipzig et Benfica font match nul de partout. Au classement, Leipzig est en tête avec 10 points, suivi du Zénith Saint-Pétersbourg 7 points et l'Olympique lyonnais avec 7 points. Donc le match contre Leipzig vaudra très cher et dans le même temps, il faudra que justement Benfica s'impose devant le Zénith. Mais on va s'arrêter un petit coup sur cette rencontre. Bon, on peut dire que les Lyonnais n'y étaient pas du tout dans cette rencontre. Ah, pas du tout. Déjà, c'est toujours compliqué d'aller se déplacer à Saint-Pétersbourg par ces temps, et puis au niveau de la Russie, les équipes sont pas toujours en confiance quand elles vont là-bas. Mais le coaching de Rudy Garcia était assez bizarre sur ce match, honnêtement. Mettre Denayer milieu central et puis vouloir essayer de faire une rotation d'effectifs qui n'a pas été concluant. De plus, on se commence à de plus en plus se poser de questions tant à l'efficacité des ailiers et la rotation en attaque qui n'a pas été très concluante. Après, c'est un bon résultat pour le Zénith puisqu'ils peuvent rester dans la course pour continuer dans cette Ligue des Champions. Mais de notre côté chauvin, on espère tout de même que Lyon arrivera à se ressaisir et arrachera un bon score face aux Allemands. On va écouter tout de suite Rudy Garcia qui lui parlait justement de tous les centres qu'ils ont eus et qui ont été très mal exploités. On a centré pas loin de 40 fois, mais je trouve qu'on a été un peu stéréotypé dans nos centres. Donc il faut qu'on varie nos centres, à l'image de celui qu'a mis de Léo, tendu sur la tête de Moussa qui passe juste à côté. Ça, c'était une vraie occasion, mais sinon, si on se centre comme on l'a centré, c'est plutôt un régal pour les défenseurs centraux et pour le gardien. Donc il faut aussi qu'on travaille de nouveau les déplacements devant le but. Je pense que Moussa était un peu trop seul et je pense qu'on coupe pas assez les trajectoires au premier poteau. Mais on va travailler sur ce qu'on doit améliorer, évidemment. Ça, c'est vrai. Couper les trajectoires au premier poteau, c'est souvent... les attaquants ne le font plus et c'est pourtant une arme redoutable. Pas forcément qu'en Ligue des Champions, mais dans tous les championnats, on ne voit plus ces joueurs, ces attaquants qui coupent dès le premier poteau. Et c'est souvent synonyme de but. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Lyon, c'est ce qu'il a à faire pour le dernier match. Dans le groupe H, on va regarder l'Ajax, justement, c'est le groupe de Lille. L'Ajax qui est allé battre Lille 2-0. Bon, quand tu commences la partie et que tu prends déjà un but au bout d'1 minute 38, forcément, ça devient plus compliqué. Dans le même temps, Valence et Chelsea ont fait match nul 2 buts partout. Donc au classement, l'Ajax est en tête avec 10 points, suivi de Valence 8 points et Chelsea 8 points également. Donc la bataille va faire rage justement pour la première place, tout n'est pas fait. Et Lille, par contre, c'est fini, elle est sortie de cette compétition. Un petit mot sur cette équipe de Lille, Arthur ? Écoute, pour moi, tout simplement, c'est un résultat logique. Quand on voit déjà la prestation sur le terrain et puis la différence entre les deux équipes, c'est pas flagrant de voir une équipe de l'Ajax qui va s'imposer face à Lille. Après, ils peuvent quand même avoir des regrets parce que si on enlève cette ouverture du score qu'il y a eu dès le début du match, ils auraient pu revenir dans le match s'ils avaient pu concrétiser ces centres et puis cette bonne rotation offensive qu'ils avaient pendant un moment. Malgré tout, le problème reste quand même l'inconstance au niveau des prestations des joueurs individuellement et ça a enfoncé le LOSC. Mais je me pense que d'un côté, s'éliminer cette Ligue des Champions permettra aux joueurs de plus se focaliser sur la Ligue 1 et vouloir retrouver quelques couleurs qui leur manquent depuis quelques matchs, même s'ils ont eu un beau résultat face à Dijon dont on détaillera tout à l'heure.
Oui, c'est vrai qu'ils ont un problème d'efficacité devant le but qui devient assez chronique car ils ont eu les occasions. On va écouter justement Christophe Galtier qui revient justement sur cette rencontre. De la déception tout d'abord pour mes joueurs qui donnent beaucoup dans ces matchs-là, qui auront beaucoup donné dans cet apprentissage. C'est une compétition qui est cruelle, c'est du très haut niveau. Il y a eu la vérité des surfaces sur tous les matchs qu'on a eu à jouer. Nous sommes créés ce soir, on a une entame de match évidemment très mauvaise avec la première situation qui fait qu'on concède un but. Ensuite on s'est mis dans le sens du jeu, on a essayé de jouer vers l'avant, on s'est créé des situations, malheureusement on n'a pas eu de réussite. Et je suis malheureux pour mes joueurs qui eux travaillent beaucoup et je leur demande de ne rien lâcher, de toujours y croire. La confiance, la réussite va revenir. Il y a quelquefois des situations où on est pauvre et on n'arrive pas à se créer des situations de but ou d'occasion. Et là, ça commence à être compliqué. Mais voilà, ce soir, encore une fois, face à un adversaire de qualité, on s'est créé des situations. Malheureusement, on ne les a pas concrétisées, mais voilà, insister dans le travail. Une mention pour notre public qui a été extraordinaire lors de ces 3 matchs. Le stade a été magnifique. Les supporters ont toujours poussé tout au long de ces 3 matchs. Malheureusement, on n'a pas pu leur amener une victoire. J'aurais été très content d'amener une victoire au public, mais aussi surtout à mes joueurs qui ont tout donné dans ces matchs-là. Mais malheureusement, sans la réussite. C'était Christophe Galtier. Bon, on va refermer cette page Ligue des Champions. On va ouvrir celle de l'Europa League. Pour les clubs français, c'est terminé. Rennes et puis l'AS Saint-Etienne. Rennes qui s'est incliné du côté du Celtic Glasgow 3-1, si ma mémoire est bonne. Et puis 0 partout entre la Gantoise, entre Saint-Etienne et la Gantoise. Bon, franchement, on peut le dire, c'est quand même une catastrophe pour les clubs français en Coupe d'Europe. Et il va quand même falloir que les clubs nous montrent autre chose. C'est bien beau de voir se qualifier à la fin du championnat, mais à un moment donné, il faut aussi la jouer. La jouer sur le terrain, c'est mieux. C'est quand même dommage parce que quand on voit les prestations de Rennes en Europe l'année dernière, ce n'était qu'encourageant, on pouvait s'attendre à quelque chose de beau. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à retrouver autant de joueurs qu'ils avaient par rapport à l'année dernière. Ils ont tout vendu. Oui. Saint-Etienne, c'est pareil. Alors les clubs se qualifient pour la Coupe d'Europe. Donc s'ils se qualifient, c'est qu'ils ont quand même une belle équipe pour finir en tête. Et l'année d'après, ils vendent tout. Et puis forcément, en Coupe d'Europe, ils se font ramasser. Surtout que pour les deux, ils avaient des groupes abordables, surtout Saint-Etienne. Donc c'est vrai que c'est quand même une sacrée déception. Surtout qu'ils sont sur 4 matchs nuls et 1 défaite, il me semble, Saint-Etienne. Donc c'est vrai que c'est assez troublant de voir une équipe qui n'arrive pas à passer le cap et à essayer de mettre un but de plus que son adversaire dans chaque match. Et puis surtout, c'est ce double match nul contre l'Alexandria qui avait beaucoup de soupçons. Et je trouve que honnêtement, le jeu de Puel à vouloir absolument se focaliser sur ses milieux et vouloir laisser un neuf qui n'est pas de métier devant, ce n'est pas la meilleure des solutions. Il devrait faire beaucoup plus confiance à des joueurs de qualité comme Robert Beric et arrêter de vouloir se focaliser sur Wahbi Khazri s'il veut y arriver. Et on en voit encore les résultats de Saint-Etienne ce week-end dont on parlera tout à l'heure. C'est quand même affligeant de voir ce niveau-là en Europe. Eh bien, en tout cas, on espère que les clubs français feront mieux la saison prochaine. Et en tout cas, ceux qui sont encore en lice en Ligue des Champions, on espère que Lyon va se qualifier parce que c'est quand même important, notamment pour les points UEFA. Bon, messieurs, la Ligue des Champions sera retransmise de 2021, Attends, je trouve ton micro. De 2000. Ouais, c'est ça. Bon, la bonne nouvelle. C'est la bonne. Qu'ils ont laissé parce qu'ils avaient peut-être pas les moyens de mettre plus. En tout cas, oui, Canal+ et beIN Sport et TF1, parce que TF1 va retransmettre la finale. Voilà, seulement la finale en clair. Ouais. Vont retransmettre la Ligue des Champions de 2021 à 2024 et ils vont succéder à RMC Sport qui a déjà contre-attaqué, qui prépare une offre pour avoir le meilleur du foot européen. Apparemment, il y a même Mediapart qui... Mediapro. Mediapro. Ah, c'est pas la même chose. Mediapro qui s'en mêle aussi. Oui, apparemment ça va se finir. Oui, il pose réclamation. Donc après, je sais pas comment ça va se terminer, mais en tous les cas, pour le moment, les droits sont accordés à Canal+, beIN Sport et la finale pour TF1. Canal, ça fait quand même plaisir parce que Canal récupère de plus en plus de diffusion. Ils reviennent sur le devant de la scène au niveau du foot et ça fait toujours plaisir de voir que Canal+ peut rester une chaîne qui a une bonne concurrence et puis pouvoir montrer
toujours de bons matchs, surtout que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui préfèrent faire confiance à RMC Sport ou Beansport, alors que Canal+ était quand même une source de confiance depuis 30 ans maintenant. Donc pour les personnes les plus sceptiques, ils vont pouvoir rester sur leur chaîne préférée, même si c'est pas toujours les... Ouais. Vas-y. Parle bien dans le micro, Fred, parce qu'on t'entend pas. Soulève ton micro. Remonte ton micro, puis parle bien dedans. Parce que, bon. Prends-le à la main, ce sera plus simple. Ouais, je crois parce qu'on a un problème avec le pied du micro, je crois. Oui, donc concernant Canal+, à part la saison prochaine où il n'y aura que les matchs anglais, donc. Oui, mais c'est surtout que après, je trouve que c'est vrai. Ils perdent la Ligue 1 la saison prochaine. Déjà. Oui, c'est Media Pro l'année prochaine. Enfin, on ne sait, vu qu'on Voilà, en fait. on ne sait pas pour l'instant pour Alors, en Media fait, ton Pro. micro, c'était pas celui du milieu. Voilà. Ah, veuillez C'est nous bon. excuser. Là, c'est revenu. Alors, veuillez nous excuser pour Là, ce on petit va problème technique, entendre oui. ta jolie voix. Oui, je disais donc concernant Canal+, bon, c'est vrai que c'est bien qu'ils récupèrent la Ligue des Champions qu'ils ont. C'est bien pour Canal, nous, ça ne oui, change Ils rien. ont perdu il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons, donc ils ont. Alors, pour un montant global de 375 millions d'euros. Hein. Montant record. C'est plutôt pas mal. Hein. Oui, si je l'avais sur mon compte en banque, ça serait plutôt sympa. Hein. Oh là. Le plus embêtant, c'est la saison prochaine pour la chaîne cryptée, puisque vu qu'ils vont perdre la Ligue 1 à l'issue de la saison présente. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis et un la petit Ligue peu 2 plus. d'ailleurs, puisqu'ils retransmettent le match du lundi aussi. C'est ça. Mais bon, après, honnêtement, c'est vrai que c'est qu'un avis personnel et subjectif, mais je préfère des fois avoir des commentaires de la part de commentateurs de TF1, Beansport ou Canal+, même si ceux de Canal+, ne sont plus, je trouve, aussi intéressants qu'auparavant, et puisque je ne suis pas un grand amateur de Stéphane Guy, plutôt un grand amateur de ce bon vieux monsieur Margoton, mais j'aimais bien déjà du temps qu'il était sur Canal+, j'aimais bien déjà quand il mais commentait sur Canal. c'est vrai qu'il y avait quand même une bonne paire avec Eric Dimeco qui mettait l'ambiance dans les commentaires et qui mettait une vivacité qui était... Guy la faucheuse. Ah là là. Il est parti sur RMC, monsieur Dimeco. Non, on le salue, Eric Il est Dimeco. sur RMC. Oui, mais RMC, c'est pour ça que je disais les matchs de cette année. Quand tu vois les interventions qu'il faisait pendant le match face à Lille, c'était juste sensationnel. Mais bon, après, c'est vrai que avoir TF1... RMC en radio aussi. Ah oui. Pas qu'à la télé aussi. Après, c'est vrai que ce sont RMC ce sont des choix personnels, quoi. Après, chacun... Oui, mais chacun son avis, mais je suis Exactement. plus un partisan de Grégoire Margoton ou les binômes qui existent à Beansport, Benjamin da Silva, comment il s'appelle déjà Da Fonseca. Omar da Fonseca. Tu vois. Il lui a fait l'amour sans préliminaire. C'est ça. Ah, c'est pas mal ça, oui. Donc, en fait, le grand gagnant, si on veut résumer, ça reste quand même Canal. Et Beansport avec. Et les chaînes qui avaient TF1. toujours la Ligue 1 ou les trucs comme ça, les grandes rencontres de football. Alors, il faut savoir quand même, Mediapro aura la Ligue 1 donc, la saison prochaine et on sait toujours pas Et la sur Ligue quelle 2 chaîne. aussi. Bah, ça, je sais pas si dans la Ligue 2, mais en Si, tout cas, si, la ils chaîne. ont la Ligue 2 avec Beansport aussi. Avec comme Beansport, Ligue- oui, ils se sont partagés les packs. En tout cas, la chaîne n'est Ligue 1 et toujours Ligue pas 2. créée, rien n'est créé, et apparemment, il serait, d'après ce qu'on entend, un petit peu en retard. Ah, Et un peut-être qu'ils se abonnement lanceront très pour cher, l'Euro. parce qu'il me semble que ça va être un abonnement à 30 € par mois. Ouais, il voulait au 25 début. euros, je crois, il disait. 25 C'est euros. Alors, c'est bien c'est à peu près au niveau des prix de Canal, sans avoir le catalogue immense qu'ont Canal. Donc, Surtout qu'il n'y a que du foot. oui, alors que Ça fait cher, hein. Alors que Canal+, moi je suis toujours intéressé parce que j'aime bien leurs séries et puis toutes les émissions qu'ils font. Donc il faudra qu'ils nous montrent, qu'ils mettent le paquet sur les émissions parce que franchement, s'ils ont que le foot, Canal, ça va être compliqué. Ça va Dans être très c'était compliqué. la NBA, le rugby, ils avaient tout Canal Plus avant qu'il y ait Beansport, ils diffusaient le basket, ils diffusaient le rugby, ils diffusaient Oh, il y a toujours la boxe, il y a toujours tout du ça. basket hein, sur la Canal+. NBA. Ils ont la Pro A, ils ont des matchs d'Euroleague, il me semble. Après, et le puis- basket est plus et sur les matchs RMC Sport, internationaux. la Pro A. C'est Ouais. plus RMC Sport, la Pro A. Et puis il me semble qu'ils ont les matchs internationaux, parce que j'entends toujours Georges Eddy au micro pendant les matchs internationaux. Même Donc, si bah, la NBA n'est plus diffusée sur Canal depuis quelques années déjà. Oui, en plus. depuis que Beansport est arrivé et qu'ils ont C'est-à-dire que leurs Beansport- émissions. Beansport, ça a été lancé au moment de l'Euro 2012 concernant le foot. Alors, est-ce que le Mediapro va pas être lancé au moment du prochain Euro l'été prochain comme pour Bein en 2012 quoi. Affaire bien, à suivre. Exactement, affaire à suivre. On Alors, suivra tout ça on avec peut parler de attention. l'équipe de France puisqu'on parlait de l'Euro. Oui, vas-y, dis un petit mot sur l'équipe de France. Ah ben, sur le tirage au sort qu'il y a eu Allez, je avant-hier, te laisse faire, vas-y, lance-toi. eh ben, on peut dire qu'ils sont tombés sur un sacré groupe. Un sacré groupe, oui.
Alors, Avec quel l'Allemagne et groupe C'est pas... Avec l'Allemagne et le Portugal. Exactement, l'Allemagne et le Et Portugal. le futur vainqueur du barrage de soit de la Ligue des Nations D ou la Ligue des Nations A. Donc possiblement la Serbie, l'Islande, et puis il me semble que c'est des nations comme le Kosovo ou Gibraltar qui peuvent arriver de la Ligue des Nations Donc D. après, il y aura un petit dedans. 3 Bon, gros contre un petit- petit. Quoi. Petit, je pense Moyen, que on va la dire. Serbie n'est pas trop un petit, je pense. Ah, mais je parle Ah bah c'est la Serbie, oui, c'est pas un petit, oui, ça va être un gros du groupe. mais- Gibraltar du Kosovo, oui. Bon, après, on est champion du monde, hein, on a peur de personne. Hein. Ouais, mais moi je suis vraiment content de ce groupe, honnêtement. Franchement, ça va faire tomber de beaux sur un match spectacles. Ah, ça va faire des beaux matchs, oui. Ça Un- devrait, en tout cas. Un France-Allemagne à Munich, sachant que je vous rappelle qu'il y a une billetterie grand public qui va rouvrir le jeudi 4 décembre. Donc si vous pouvez vous mettre dessus, je ne sais pas les horaires d'ouverture, mais il restera des places pour France-Allemagne à Munich. Donc n'hésitez pas à sauter dessus. Il va falloir se connecter de bonne heure. Ah, parce on, qu'il va y sait avoir déjà du monde. on sait déjà que ce sera au stade olympique de Munich, le match contre la confrontation contre l'Allemagne. Donc Oui, un stade avec 60-70 000 places, il faut absolument avoir ces places. Oui, ça Dans va être, l'antre du Bayern, autrement dit. ça va être un Non, euro. c'est qui- l'Alliance. L'Olympia Stadium, c'est pas la même Ah, chose. c'est pas le stade olympique, mais c'est pas au stade olympique donc le match. Bah alors c'est à l'Allianz Arena alors. Ah. Si c'est à Munich. Si c'est à Munich, oui. C'est pas le C'est stade l'Alliance. du Bayern. alors C'est l'Allianz Arena le Munich. Et l'Olympia Stadium, c'est à Berlin. Ah, c'est Berlin. Ah oui, je suis désolé. Alors, donc, Eh ben, on verra, je parce que c'est verrai. vrai que cet euro va être disséminé un petit peu partout en Europe, sur un peu tout. Il n'y aura on pas est- lieu en France les déjà. continents. Oui. En espérant que vous Il y n'ayez aura pas rien. jusqu'à Bakou. Organisé il y a 4 ans. Ah, on n'ira pas jusqu'à Bakou, non, ça, on a une mauvaise expérience avec Il y Bakou. a Bakou et puis il y a aussi Non, moi, Budapest. J'ai un ami qui a récupéré des places pour Budapest en Moi, attendant je de voir n'irai quels pas. sont les matchs. À Bakou, moi je boycotte Bakou. Sachant Je que plaisante. donc, ce sera pas en France vu qu'ils ont organisé le dernier Euro d'ailleurs. Allez, on va Tout refermer cette page équipe de France. On aura bien l'occasion d'en reparler. Allez, juste un petit mot tour d'horizon des différents championnats. On va regarder les équipes de tête hein, en championnat anglais avec Liverpool pour cette 14e journée qui a battu Brighton 2-1. Manchester United a fait 2-2 face à Aston Villa. Leicester City a battu Everton 2-1. On va regarder également le résultat de Chelsea qui s'est taquiné chez eux face aux Hammers de West Ham, 1-0. Et puis Tottenham, dans le même temps, a battu Bournemouth 3-2. Au classement, Liverpool est en tête avec 40 points, suivi de Leicester City, 32 points. Manchester City est troisième avec 29 points. Je ne sais pas si j'ai dit le résultat de Man City ici. Vous m'avez entendu le dire parce que j'ai pas Il me J'ai semble que tu l'as dit au tout début. pas l'impression. Non, Manchester City a fait un match nul face à Newcastle, 2 buts partout. Je me semble que je n'avais pas dit. Donc Man City 3e avec 29 points, Chelsea 4e avec 26 points et 5e Tottenham avec 20 points. Surpris le championnat anglais, première place. Surpris surtout de la prestation de Leicester qui est juste sensationnelle depuis le début de saison. Avec leur triplette d'attaque et puis le milieu qui est très performant. C'est très intéressant de les voir remonter comme ça au classement et puis de retrouver des couleurs par rapport à leur grande année d'il y a, il me semble, 4 ans maintenant. Donc c'est toujours intéressant de voir une équipe comme ça remonter sur le devant de la scène et pourquoi pas aller jusqu'au bout et devenir le dauphin de Liverpool qui est bien parti pour aller chercher peut-être tout seul le titre de champion d'Angleterre. Eh bien, on va suivre ça. 15e journée de la Liga. On commence par le 4e, l'Athletic Bilbao qui a battu Grenade 2-0. Le FC Séville lui a battu Leganés 1-0. Le Real de Madrid est allé battre Alaves 2-1. Et également, le FC Barcelone est allé battre sur un but de l'inévitable Lionel Messi, 86e minute de jeu, l'Atlético Madrid. Un but à 1-0. C'est une rencontre que j'ai regardé où je me suis un petit peu ennuyé quand même. Oui, match assez terne. Honnêtement, faut dire, je me suis ennuyé. Hein. Je me suis pas vraiment amusé devant ce match non plus, je te l'accorde. Non, je me suis un peu ennuyé. Ça s'est un peu réveillé en deuxième, mais c'était vraiment très fermé. Et bien sûr, Barcelone, quand c'est comme ça, s'en remet à son génie, Lionel Messi. Tiki-taka. Exactement. Et ça fait, ouais. fait but. Direction l'Italie cette fois-ci avec la 14e journée. Je vais vous donner pareil les 4 premiers avec tout d'abord l'AS Rome qui est en 4e position et qui est allé battre l'AS Vérone 3-1. Ensuite, la Lazio de Rome a battu Udinese 3-0. Ils sont 3e avec 30 points. 2e, la Juventus Turin avec 36 points. Et la Juve qui avait fait 2 buts partout face à Sassuolo. Et l'Inter de Milan est en tête avec 37 points. L'Inter de Milan qui a battu Spal Ferrara 2-1. Ça bouge un peu en Italie. Hein. La Juve a trouvé un petit peu de répondants. Ah bah l'Inter Milan a fait un super mercato et puis surtout qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Après,
J'attends toujours un petit Milan qui revienne, mais les résultats escomptés ne sont pas là. Il y a des problèmes au niveau de l'attaque, parce que Piatek a du mal à enchaîner les matchs, et puis les ailiers ne sont pas toujours performants. Donc, en espérant que Stefano Pioli trouve la recette pour les remettre sur le devant de la scène. Eh bien, on va regarder ça aussi également et on va s'intéresser à la Bundesliga cette fois-ci avec la 13e journée. On commence par le 5e. Allez, le Borussia Dortmund qui est allé battre l'Hertha Berlin 2-1. Le Bayern Munich, lui, s'est incliné à domicile face au Bayer Leverkusen 2-1. Finalement, grâce à un doublé de Leon Bailey. Ça va toujours aussi mal pour le Bayern Munich qui s'était un peu relancé en Ligue des Champions en infligeant une correction 6-0. Mais finalement, les ennuis continuent. Schalke 04, lui, a battu l'Union Berlin 2-1. Leipzig, je le trouve plus. Leipzig, ça va revenir, non? C'est qu'il est Leipzig, il s'est sauvé. Je l'ai pas, je le vois pas. Ah, ça c'est bizarre. Non, ça y est, il est là. C'est moi qui, je pense que j'ai les yeux qui sont pas encore en face. J'ai dû les laisser du côté de Madrid. Leipzig qui est allé battre Paderborn 3-2. Et puis le Borussia, je vais te le laisser dire. Vas-y. Mönchengladbach. Mönchengladbach. C'est ça? Ja, schön. C'est bon, je commence à y arriver. A battu Fribourg 4-2. Et bien également dans le championnat d'Allemagne aussi, ça bouge et c'est pas toujours les mêmes qui sont en tête et ça fait du bien pour le suspense. Écoute, c'est des équipes comme Schalke, comme le Borussia Mönchengladbach, ou l'autre exemple que l'on a par exemple en Espagne avec l'Athletic Bilbao, des équipes qui étaient vraiment en difficulté l'année dernière, qui sont en train de se relancer et de revenir sur le devant de la scène petit à petit, même s'il me semble que Mönchengladbach est toujours en lice pour la Ligue Europa qui se sont qualifiés. Mais je trouve que c'est très intéressant cette rotation qui revient parce qu'on est sur un championnat qui a été beaucoup trop souvent dominé par le Bayern Munich et qui, je crois, n'a que 8 vainqueurs distincts depuis sa création. Donc, cela permettrait quand même de voir des équipes qui puissent se démarquer, même si je crois que Mönchengladbach fait partie du 3 ou 4e club le plus titré dans ce championnat avec 3 victoires. Eh bien, on a fait le tour d'horizon des clubs européens, en tous les cas ceux qui sont en tête actuellement. Eh bien, messieurs, moi je vous propose maintenant de revenir par ici et d'ouvrir la page de notre Ligue 1. On ouvre cette page Ligue 1, on commence par la rencontre qui avait lieu, non vous inquiétez pas, c'est juste une tempête qui vient de passer dans le studio. C'est monsieur Frédéric Fitch qui a eu un gros éternuement. Mais on dit tout ici, on ne cache rien. On va maintenant regarder ce qui s'est passé pour justement cette 15e journée en Ligue 1 avec la rencontre qui avait lieu ce vendredi 29 novembre. L'Olympique de Marseille qui recevait le Stade brestois. Victoire des Marseillais d'André Villas-Boas. Des buts signés Bounassar, 56e minute de jeu. Égalisation d'Irvine Cardona du côté de Brest, 88e et 89e minute de jeu. Radonjic donne la victoire à cette équipe de Marseille. On va écouter tout de suite l'entraîneur de cette équipe de Marseille, André Villas-Boas, qui lui revient sur le fait que son équipe a fait un très bon match, le plus abouti pour lui cette saison. Et Olivier Dalloglio, on est au Vélodrome, c'est impressionnant, mais pour certains, il va falloir qu'il se fasse violence et il parle forcément de ses joueurs. C'est incroyable. C'est le meilleur match, je pense qu'on a bien joué. On a tous fait bien. C'est la première fois que j'arrive à l'intervalle, on n'a rien à dire parce qu'ils ont été parfaits. On a été inquiets un peu pour la fatigue, parce que ce type de pressing qui porte une fatigue immense. Alors on a parlé un peu avec les gars sur l'aspect de la fatigue. Parce que soutenir un pressing comme ça, 90 minutes, est très difficile. Mais c'est vrai, quand on a manqué un peu de pressing, on a reculé un peu. Reculé un peu et on a suivi cette but. Mais après, tout c'était parfait. Les combinaisons, le pressing, le jeu, on n'a pas eu de la chance.
après le match fini avec 1 minute de terreur et 1 minute de la magie de Nemanja. Et je suis très content parce qu'à la fin est mérité. Mais c'est vrai qu'on a du nouveau souffrir et souffrir un peu au Vélodrome. Quand on a la chance de pouvoir égaliser contre le cours du jeu et qu'on peut prendre un point dans la situation où on est, où on sait très bien que voilà, on va lutter et chaque point est important. Et c'est pas faute de le rappeler, de le dire, mais on est voilà, sur l'engagement, on est tranquille, quoi. Voilà. Donc ça m'ennuie fortement, ouais, ça m'ennuie fortement. Je suis remonté parce qu'à un moment donné, il y a plus de réflexion, dans ce qu'on fait. Donc qu'il y ait une volonté de ma part de sortir le ballon de derrière, oui, et c'est clair, net et précis, parce que on l'a eu fait, on l'a bien fait, on a marqué des buts comme ça, mais pas que. Pas se défendre plus que ça m'ennuie. Donc c'est pas tout le monde, hein. Il y a certains joueurs qu'il va falloir qu'ils quand même montent leur niveau, parce que c'est bien beau de prétendre à certaines choses, mais c'est le terrain là, qui est la vérité, c'est le terrain. Je pense qu'il y en a qui étaient impressionnés par le Vélodrome, donc ça reste un problème, ces émotions-là, parce qu'en fait, en parler, prévenir, on sait que ça suffit pas, il faut l'expérimenter. Donc, mais l'expérimenter, aujourd'hui, on l'a expérimenté, mais à nos dépens, quoi. Voilà, c'est ça. On manque trop d'expérience. On manque d'expérience du côté du stade brestois, pardon. Ben oui, forcément, ils viennent de monter cette saison. Direction samedi, le match qui était à 17h30 entre Strasbourg et l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui avait besoin de se rassurer après sa défaite en Ligue des Champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Et c'est fait, ils se sont rassurés en s'imposant du côté de l'Ameno 2-1. Malgré l'ouverture du score de Youssouf Fofana à 22e minute de jeu, c'est ensuite Maxwell Cornet, 40e, qui va égaliser pour Lyon, avant que Jeff Run Adélaïde, 75e, n'offre la victoire à cette équipe de Lyon. On va écouter tout de suite la réaction du buteur strasbourgeois Youssouf Fofana et également Dimitri Liénard. Tous les deux reviennent sur le fait forcément qu'ils sont déçus, mais qu'ils ont fait un bon match. Et en face, il y avait une grande équipe. Et Maxwell Cornet, on se devait de réagir après notre défaite contre les Zénith Saint-Pétersbourg. Les problèmes, on les a posés, mais après, le score final, il n'est pas en notre faveur. Donc au final, on leur a posé, c'est vrai, mais ils ont trouvé les solutions, on va dire. On a quand même tout donné. On peut voir dans les temps additionnels, on est encore là. Après voilà, on va pas refaire le match. On est déçus et on va reprendre d'ici mardi face à Brest. C'est ça la beauté du football, c'est qu'on peut vite rebondir et encore plus vite mardi, et j'espère que ça va le faire. Ouais. J'ai pas vu Mats faire 3 arrêts en deuxième mi-temps ou 3 arrêts dans le match. On est déçus parce qu'on n'a pas à rougir ce soir de notre performance face à l'Olympique Lyonnais. Il ne faut pas oublier qu'on est Strasbourg, qu'il y a 3 mois en arrière, on était au fond du trou et tous les gens autour du club avaient peut-être des doutes. Mais ce soir, vu la performance qu'on a sortie contre l'Olympique Lyonnais, même si le score n'est pas là, bien sûr, des fois dans le football, tu as beau faire des bons matchs, ou pas dire un grand match, mais des bons matchs. Malheureusement, des fois, ça sourit pas, parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, hormis leur action sur le but, je les ai pas vus frapper au but, ou peut-être que j'oublie quelque chose, mais voilà, c'est des grandes équipes, ils sont encore en course pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Oui, bien sûr, on se devait de relever la tête, et ça passait par une victoire ce soir, même si on n'a pas débuté cette rencontre de la plus belle des manières, mais ce soir, le résultat y est. Un but, une passe décisive pour vous, une belle soirée aussi d'un point de vue individuel. Oui, bien sûr, ça fait du bien de soigner les stats. Après, le plus important, c'est vraiment le collectif ce soir. Je pense qu'on avait un gros état d'esprit de la part de tous les mecs. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Défensivement, on a été costaud pour garder le score. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Oui, bien sûr, là, on reçoit déjà Lille mardi à domicile. Voilà, va falloir bien se reposer. Ce soir, on a laissé des gens, mais voilà, et on a à cœur de continuer notre bonne série en championnat. Il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer à travailler. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Voilà, faudra se servir de ces matchs pour préparer de la plus belle des manières le match chez nous de Champions League. Et oui, c'est une belle manière. Et cette équipe de Lyon s'impose donc du côté de la Méno. Maintenant, on va s'intéresser à une autre équipe qui était en Ligue des Champions cette semaine et qui est éliminée de cette
Ligue des Champions, c'est Lille qui recevait Dijon. Un seul but dans cette rencontre, il est l'œuvre de Osimhen, 45e sur penalty. Et ça fait 1-0. Ça va sans doute faire du bien pour les attaquants de Lille, même si c'est sur penalty, suite à l'inefficacité qu'ils ont eue en Ligue des Champions. On va écouter la réaction de Christophe Galtier. Vous allez voir, il revient lui surtout sur la performance de Renato Sanchez qui revient tout doucement. Et justement, je vais vous donner la réaction de Christophe Jobard. Voilà ce qu'il a dit, Christophe Jobard. Nous avons été très pauvres en première mi-temps. En seconde, nous avons les occasions pour revenir. C'est ce qui nous manque à l'extérieur, c'est rageant, les temps forts, il faut les valider par des buts. Par exemple, sur le poteau de Cadiz, on doit faire mieux que ça. On a eu la main mise sur la deuxième mi-temps, on a sûrement profité de la fatigue des Lillois. On savait qu'il s'agissait d'une équipe plus friable en deuxième mi-temps. Ce qui est rageant, c'est de ne pas concrétiser les occasions et de prendre ce but en fin de première mi-temps. Cela fait beaucoup sur un match comme ça. À chaque fois, on court après le score, on ne pourra pas remonter à chaque fois. C'est encore une fois une gestion des temps forts et des temps faibles. On doit être plus performant à l'extérieur et ramener des points, car on se met dans l'obligation de gagner à domicile. C'était la réaction de Christophe Jobard, et on va écouter celle de Christophe Galtier. Je n'ai pas été surpris. Renato, c'est un garçon qui travaille beaucoup, qui est très frustré quand il ne joue pas. Évidemment que j'avais eu la réflexion très rapidement de le faire démarrer ce match-là. Il a été intéressant dans le cœur du jeu, il a été très utile pour l'équipe quand il a fallu à la fois fermer notre côté droit pour aider Jérémy qui commençait un peu aussi à souffrir, Youssouf qui rapidement au début de deuxième période a baissé de rythme, et il a été très intéressant dans ce que je lui avais demandé sur le côté droit, et puis après il a exploité toutes ses qualités quand il gagne des ballons, cette capacité à casser des lignes. Voilà, c'est bien pour lui, je suis content pour lui, même s'il a fini avec des crampes, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un match complet. Mais c'est aussi bien pour l'équipe, pour le groupe, et c'est une option supplémentaire pour moi, quand on enchaîne les matchs comme ça, de pouvoir mettre Renato dans différents secteurs. C'était Christophe Galtier qui justement parlait de Renato Sanchez. On part cette fois-ci du côté de Reims. Reims qui se recevait Bordeaux. Finalement, match nul dans cette partie. Un but partout. Pourtant, c'est Bordeaux qui ouvre le score grâce à Josh Maya, 27e minute de jeu. Et c'est Boulaye Dia à la 90e qui offre l'égalisation à cette équipe de Reims. Pourtant, cette équipe de Bordeaux n'a pas fait grand-chose dans cette partie. Mais finalement, tous les cas, ça fait un match nul. On va écouter les réactions de David Guillon, qui lui revient sur le fait que son équipe a fait un bon match et son gardien a passé une soirée tranquille. Et Paulo Sousa dit simplement: on ne méritait pas de gagner cette rencontre. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on fait match nul, mais on est frustré, même si il y a cette joie d'égaliser enfin, j'allais dire. C'est vrai qu'on a vraiment fait un gros match ce soir. On a fait un gros match tactiquement. Les Bordelais, on les a bien contrariés. Ils ont pratiquement rien. Je pense que mon gardien ce soir a passé une soirée tranquille. Malgré tout, il y a ce but où on a ce moment d'égarement, où on est vraiment très très mauvais sur cette action-là. Et puis à côté de ça, on a dominé notre adversaire, même à 10, on a continué à dominer notre adversaire. Mais on a vraiment fait une grosse prestation, et c'est vrai que je suis content qu'ils aient été récompensés à la fin, parce que vraiment ils le méritaient. Mais c'est vrai que même avec ce match nul-là, on sort frustré. Mon adversaire, mon collègue, ces joueurs, ils méritaient plus que nous. Ils jouent à domicile. Bien posé pour ses supporters, mais une équipe qui elle a performé avec sa intensité, et nous pas du tout. Manque beaucoup de l'intensité de notre jeu pour sortir de la pression, pour avoir plus de contrôle de le match avec ballon, qu'il n'existe pas aujourd'hui. Et après, à jouer une supériorité de plus, l'équipe doit savoir. Il a manqué beaucoup cette façon de jouer, qui est notre jeu, qui sont notre principe de jeu, qu'on doit savoir que chaque fois que nous ne sommes pas proches, intenses, de notre principe de jeu, est plus difficile à avoir des victoires.
Et oui, c'est plus difficile d'avoir des victoires quand on oublie les principes de jeu, c'est ce que rappelle Paulo Sousa à son équipe. Direction l'Alliance Riviera cette fois-ci pour regarder ce qu'a fait Nice. Nice qui s'impose dans cette rencontre face à Angers. Angers qui était deuxième avant le coup d'envoi. Et Nice s'impose 3-1. Des buts signés Angelo Fulgini pour l'ouverture du score du côté d'Angers. Et ensuite c'est Loussamba, 39e. Mao Lida, 53e, et Dolberg, le Hollandais, à la 90e minute de jeu, qui parachève le succès des Niçois. On va écouter tout de suite l'entraîneur Patrick Vieira. On fait 2 erreurs défensives et il commande justement... Non, ça c'est... ça, si je me trompe de ligne, ça va pas. Là. Je suis déjà parti sur Montpellier. Non, Patrick Vieira rappelle que son équipe est trop fébrile défensivement, a été trop fébrile défensivement dans cette partie. Et Stéphane Moulin, lui, il revient sur le fait que c'est une série qui s'arrête. Et oui, toutes les séries s'arrêtent un jour. Bien sûr, ça m'agace. Mais en même temps, on est une équipe qui doute. On est dans une période un peu compliquée. Et à partir du moment où on doute, on fait des erreurs et on en a commis encore ce soir. Mais avec la confiance, en essayant d'enchaîner les résultats, ça sera encore mieux. Mais c'est vrai que on commet un peu trop d'erreurs dans notre moitié de terrain. Oui, parce que vous vous retrouvez mené. On sent que c'est un moment très compliqué à ce moment-là. Et heureusement, il y a le petit moment, la petite réussite qui arrive avec Arnaud Loussamba. C'est pas de la réussite, c'est un but qui a été très bien emmené et ça a été bien fini par Arnaud. Ça a été aussi une certaine récompense par rapport aux efforts que les joueurs ont apportés sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est pas encore assez constant pour enchaîner les résultats. Mais on vient de très loin. Ce qu'il faut, c'est continuer à travailler. Après, la qualité était là. On a des joueurs qui se sentent beaucoup mieux physiquement. On arrive à enchaîner dans les 30 derniers mètres. On se crée des occasions. Méziane, Gasper, des joueurs qui se sentent beaucoup mieux physiquement. Et après, faire les enchaînements, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait une belle deuxième mi-temps, une première mi-temps en demi-teinte. Mais je trouve le score sévère. Voilà, c'est pas illogique qui gagne. On aurait pu gagner aussi. Mais je trouve quand même que le score est lourd pour nous ce soir. Mais bon, on avait beaucoup d'absents. Je n'aime pas trouver des excuses, mais bon, sur le secteur défensif, on avait un seul joueur titulaire de ces derniers matchs. Et donc, évidemment, ça a été un petit peu plus compliqué pour nous dans ce domaine-là. Mais bon, on a joué encore une fois avec nos armes. On a produit du jeu, on a eu des opportunités, on a eu des occasions, on a marqué un but. Pas suffisant parce qu'on en a concédé 3. Et évidemment, ça change de nos 4 derniers matchs où on n'avait pas concédé du tout. Voilà, c'est une série qui s'arrête, c'est pas grave en soi, j'ai rien à reprocher aux joueurs sur l'investissement, sur la volonté, mais on a fait trop de bêtises ce soir. C'est parti, on va s'intéresser cette fois-ci à Montpellier qui recevait l'équipe d'Amiens. Finalement, victoire de Montpellier dans cette partie avec justement Le Talec à la 14e minute de jeu qui ouvre le score pour Montpellier. Ensuite, c'est Gaël Kakuta, 44e minute de jeu qui va égaliser pour les Amiénois. Et ensuite, c'est Gaëtan Laborde, 64e minute de jeu. Andy Delors, 67e. Alors, superbe but en pleine lucarne. Franchement, une frappe à plus de 25 mètres. Magnifique. Et ensuite, Florent Mollet, 72e minute de jeu. Montpellier mène 4-1. Et c'est finalement Jack Lann, 86e minute de jeu, qui va réduire le score pour cette équipe d'Amiens. Mais Montpellier prend les 3 points dans cette rencontre. On va l'écouter justement, Andy Delors, qui lui parle des 2 erreurs défensives que Montpellier a faites. Et il commente, vous allez voir, son but en pleine lucarne. Et Lucas Elsner, l'entraîneur de cette équipe d'Amiens, rien ne veut nous sourire, mais on va s'accrocher. Ouais, c'était un bon match. On a vu que ça jouait, il y a eu des buts, il y a eu des actions. Après, on fait 2 erreurs, ça arrive. Mais bon, voilà, il y a quand même le score qui va avec. On a été juste offensivement, on aurait pu l'être encore plus. Mais voilà, le plus important, c'est la victoire. On a 3 matchs importants, enfin maintenant plus que 2 dans la semaine. On voulait bien débuter et c'est fait, donc c'est bien. Ouais, c'est une équipe voilà, qui revient d'une lourde défaite. On savait qu'ils allaient venir avec
qu'un état d'esprit revanchard et c'était à nous de garder notre sérieux, essayer de mettre vite les occasions. C'est ce qu'on a fait. Après, on a plutôt bien géré le match. Il y a eu ce rouge qui nous a fait du bien aussi, donc voilà, c'est bien pour nous. Avant de vous laisser, juste dites-nous 2 mots sur ce but stratosphérique. Là, je vois le ballon, voilà, je la sens bien, je la frappe fort en lucarne. On m'a dit que fort en lucarne, les gardiens, normalement, ils vont pas les chercher, donc voilà, je fais ça. Oui, on est dans une situation difficile et quand on est dans une situation comme laquelle on a en ce moment, il faut absolument qu'on soit parfait dans tout ce que l'on fait. Et c'est vrai que ce rouge, il nous fusille à ce moment-là parce que c'est un événement dont on n'a pas besoin. On a jusque-là effectivement été dominé, mais on est resté dans le match. On avait quelque chose de cohérent, on avait des attitudes cohérentes. Après ce rouge, on a un petit peu perdu pied. On a été par la suite vraiment mis en difficulté. Il y a une réaction d'orgueil sur la fin de match, mais quand on se trouve dans la difficulté dans laquelle on est, il faut absolument qu'on soit irréprochable et on ne peut pas se permettre des choses comme ce carton rouge. Ça veut dire que quoi, le mal est plus profond dans les têtes ? Non, mais on va s'en sortir. De toute façon, chaque équipe de notre acabit vit des passages difficiles dans la saison. On est dans un passage très difficile. On va faire face à la tempête. On va se serrer les coudes et on va s'en sortir. On va s'en sortir et on va essayer dès le match de Reims de passer sur quelque chose de positif, de créer une dynamique différente et d'être irréprochable sur tous les événements. Voilà, aujourd'hui, il y a rien qui veut nous sourire, mais on va s'accrocher. Ils vont s'accrocher, les Amiénois. Eh bien, on va justement regarder ce qui s'est passé également du côté de Nîmes. En tout cas, même score. 1 but partout et c'est l'ouverture du score pour Metz. Dabib Diallo, 30e minute de jeu avant que Renaud Ripard, 61e minute de jeu, n'égalise pour cette équipe de Nîmes. On va écouter Romain Philippotto qui lui dit simplement « On a sauvé les meubles ce soir ». Et Vincent Ognon, si on regarde la partie... Ce soir, on perd 2 points. Oui, on a bien attaqué le match les 10 premières minutes, on se crée la première action, on était dans le bon tempo et puis après on a eu du mal, on a été coupé en 2 un peu. Donc chaque fois qu'on perdait le ballon offensivement, on prenait des contres ravageurs et en plus mener au score dans la situation où on était, c'était compliqué. On a eu du mal à revenir et à se mettre dedans et puis après en seconde mi-temps, on s'est lâché au fur et à mesure des minutes. Puis l'égalisation nous a fait le plus grand bien et après on a poussé avec l'aide du public qui a été précieux aujourd'hui pour qu'on puisse arracher au moins ce point du match nul. Dans quel état d'esprit on est quand on rentre au vestiaire, qu'on est mené 1-0, qu'on est à domicile, qu'on avait envie de faire autre chose et qu'on n'y arrive pas? On se dit vraiment les choses ou on essaie de faire attention parce que ça peut vite déborder? Non, on est resté positif, mais c'est vrai que c'était compliqué. Je pense qu'il n'y avait pas trop de mots à raconter. On était déjà très déçus personnellement parce qu'on n'avait pas fait l'entame qu'on voulait, enfin la première mi-temps qu'on voulait. Et dans notre situation, on se doit de faire un peu mieux. Donc voilà, ce soir on a sauvé les meubles. En gagnant, on aurait pu faire un très bon coup par rapport aux autres résultats. Maintenant, voilà, on n'a pas perdu. On a stoppé la spirale. Maintenant, il va falloir aller récupérer des points. On a une semaine importante avec des gros matchs. Donc bien récupérer et aller chercher des points. Si je regarde le classement, on a pris 1 point. Voilà, mais clairement, non, on a perdu 2 points ce soir parce qu'on a eu tellement d'opportunités de pouvoir tuer le match. À 1-0 et même à 1 partout, voilà, de mettre ce deuxième but qu'on a gâché. On a beaucoup gâché, mais on a su faire un match remarquable dans l'état d'esprit. Dans tout ce que j'avais demandé, j'ai été pleinement satisfait. Il nous a manqué que cet aspect tueur sur des situations tellement favorables. Voilà, on en a eu tellement que j'ai une grosse déception ce soir. Oui, on a fait un bon match. J'attendais un meilleur match que ce qu'on avait fait contre Reims, qui est une équipe difficile à manœuvrer, mais ce soir, on a montré de belles qualités. C'est difficile ici, une équipe qui met beaucoup d'engagement. Et nous, on a quasiment tout parfaitement fait, sauf la finition sur... Sauf la finition pour Vincent Ognon. Oui, la finition, c'est toujours ce que recherchent beaucoup de clubs. Direction les matchs qui avaient lieu ce dimanche avec à 15h Nantes qui recevait Toulouse. Finalement, victoire des Nantais 2-1, des buts signés Touré, 43e sur penalty pour Nantes. Et ensuite, c'est Ludovic Blas qui, à la 53e minute de jeu, donne un avantage plus conséquent 2-0. Il y aurait pu avoir 3-0, mais vous allez voir qu'il y a aussi une histoire de VAR là-dedans. Et Toulouse va égaliser sur penalty grâce à Iseka à la 90e minute de jeu. Mais finalement, Toulouse s'incline dans cette rencontre. On va écouter justement Christian Gourcuff, l'entraîneur de Nantes, qui lui dit on aurait
dû se mettre à l'abri bien avant. Et Antoine Comboiré, il est plutôt fier de ses joueurs, mais il en veut surtout beaucoup à l'arbitre. Vous allez l'écouter. C'est un match où on ne prend pas beaucoup de plaisir parce qu'on est toujours dans l'attente justement d'une forme de sérénité qui n'est possible que par le score. Et donc on a eu beaucoup d'occasions de se mettre à l'abri et on n'a pas su le faire. On a cru à un moment donné, parce que pendant 2 minutes on est à 3-0 et puis quelques minutes après on se retrouve à 2-1. Donc ça c'est des aberrations de la VAR aussi qui font que ces aspects psychologiques ils comptent aussi. Et si on ne prend pas ça en compte, on se trompe. Voilà, et donc les 5 dernières minutes évidemment sont pas normales. Ça montre que on a une immaturité encore dans la gestion des matchs. Et donc mais je dirais aussi la seule possibilité de se donner de l'air, de ne pas laisser espérer un retour à l'adversaire, c'est de concrétiser les nombreuses occasions qu'on a su se créer. Et donc voilà, tant qu'on n'arrivera pas à se mettre à l'abri, on est sujet à ce type d'incertitude et en tout cas d'émotion sur la... Ouais, il ne faut pas avoir des mots de toute façon. Hein. Aujourd'hui, une grave erreur donc, de l'arbitrage qui nous fait jouer, je crois que c'est la 24e minute. Voilà, plus d'1h10, 1h15 à 10 contre 11. Et puis après, donc un penalty contestable, même si, voilà. Donc un carton rouge qui n'existe pas. Un penalty contestable et puis un deuxième but goal line. Donc scénario très compliqué, mais je tiens à féliciter mes joueurs. J'ai aimé le comportement, l'attitude, mais c'était très difficile de jouer contre 11 Nantais et puis un deuxième supporter avec les Nantais, l'arbitre. Moi je suis très en colère aujourd'hui. Maintenant c'est comme ça, on va préparer le match de Monaco mercredi, mais voilà, on a fait quand même un grand match. Revenir à 2-1 avec des cartons à l'appel, j'ai du mal à comprendre, mais maintenant il faut qu'on soit costaud, il faut qu'on soit capable donc de relever la tête. Et oui, il faut relever la tête quand on est dans les dernières positions, et même la dernière position pour cette équipe de Lille. On va passer à Rennes qui est éliminé de la Ligue Europa, tout comme l'AS Saint-Etienne, mais Saint-Etienne n'avait pas perdu depuis l'arrivée de Claude Puel. Eh bien, c'est chose faite, les Stéphanois ont perdu cette rencontre face à Rennes. Ouverture du score pour l'équipe de Saint-Etienne grâce à Loïs Diony à la 19e minute de jeu. Ensuite, c'est Rafinha à la 25e minute de jeu qui égalise pour Rennes. Et c'est finalement Da Silva à la 90e minute de jeu qui va donner la victoire à cette équipe de Rennes in extremis. Pour Julien Stéphan, c'est un résultat significatif car, comme on l'a rappelé, comme je vous l'ai rappelé, la SSE n'avait pas perdu sous l'ère Claude Puel. Et Loïs Diony, lui, il est en colère et il est frustré. Et à titre perso, cela fait 1 an qu'il n'avait pas marqué. Moi, ce que je remarque vraiment sur la seconde période, et Kama est sorti à 20 minutes de la fin, c'est qu'on a réussi à maintenir de la consistance dans notre animation offensive, dans ce qu'on a produit, dans notre faculté aussi à mettre sous pression cette équipe stéphanoise qui était invaincue depuis un championnat, depuis la reprise de l'équipe par Claude Puel. Donc c'est aussi c'est significatif comme résultat. C'est une équipe qui est difficile à bouger, difficile à manœuvrer, qui est solide. Avec ses 5 défenseurs, ils ont fini avec 4 milieux de terrain, juste Nordin devant, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais en force de patience et d'intelligence, on a pu faire la différence. Non, nous, la pression, on n'y pense pas, on pense qu'au jeu, on pensait à notre plan de jeu, à ce qu'on devait faire pour mettre cette équipe stéphanoise en difficulté. On croyait très fort aussi que la dernière demi-heure était pour nous un moment intéressant. Voilà, donc on fait fi un petit peu de l'extérieur, de ce qui se dit, et on va se concentrer sur le jeu. Énervé, la frustration parce que on avait quelque chose à faire, au moins garder le point du match nul, même si on a beaucoup souffert dans cette fin de deuxième mi-temps. Donc c'est de la colère et de la frustration. Ouais. Bon, on ouvre le score et je trouve qu'on était très bien à plan, c'est même avant l'ouverture, et quand je marque, après, ils égalisent très rapidement et je pense que ça nous a un peu déstabilisés. Et après aussi, vraiment, le terrain n'a pas permis d'exploiter notre jeu au maximum. Donc, ça a été vraiment un match compliqué. Après le début de saison que j'ai vécu, mais aussi parce que ça faisait presque 1 an que je n'avais pas marqué en Ligue 1. Donc,
De la rage et de la joie, ouais. Que c'est sûr, quand ça fait longtemps que tu marques pas, quand tu vois les autres marquer, tu les envies un peu, mais bon, je suis là et voilà. Le coach c'est la deuxième fois qu'il me fait confiance en Ligue 1 et j'essaie de le remercier en marquant ce but. C'était justement le dernier match et justement Loïs Diony qui nous disait que ça faisait quand même 1 an qu'il n'avait pas marqué. Allez, je vous donne le programme de cette 16e journée qui aura lieu ce mardi 3 décembre avec à 19h Angers-Marseille, Brest-Strasbourg, Bordeaux-Nîmes. À 21h05, attention au 05, l'Olympique lyonnais recevra Lille ce mercredi 4 décembre, poursuite de cette 16e journée, avec à 19h Toulouse-Monaco, Saint-Étienne-Nice, Metz-Rennes, Dijon-Montpellier, Amiens-Reims et à 21h05, le Paris Saint-Germain recevra Nantes du côté du Parc des Princes. Messieurs, un petit résumé sur cette 15e journée de Ligue 1, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu ? J'ai adoré le match du PSG, honnêtement. Il était assez sympa celui-là, mais c'est vrai que pour le moment, dans le sud, il y a des trompes d'eau qui tombent. D'ailleurs, voilà, on envoie un message de soutien à toutes les personnes, tous les habitants, parce que c'est très très compliqué en ce moment. Oui, honnêtement, le match qui m'a le plus plu, c'était le match de Montpellier, bien abordé et surtout une réelle maîtrise de la balle. Bien l'aborder, c'est ça ? L'aborder. Ah, J'y ai pensé, mais je ne voulais pas en parler. De lors que tu as fait cette blague, je peux maintenant parler. Tu peux y aller, ce coup-là. Je peux dire que je suis au Talec maintenant, désolé. Voilà, c'est un match qui vaut de l'or, comme disait Fred. Voilà, donc. Oh là là, calembour quand tu nous tiens. Nous sommes en forme, n'hésitez pas à nous appeler. Ah oui, 3 semaines qu'on n'était pas venus, on a pu se reposer un peu. Donc après. Je pense que c'était surtout une semaine où on a eu pas mal de désillusions pour certaines équipes et des équipes qui étaient vraiment en dedans par rapport à ce qu'ils pouvaient faire d'habitude. Je pense à Reims, où quand on voit la prestation de Predrag Rajkovic dans les cages, qui a fait beaucoup d'erreurs sur les rares sollicitations qu'il a eues, dont le but, c'est quand même pas très rassurant. Mais bon, on a vu quand même qu'il y avait certaines équipes qui sont bien relancés. On parle de Rennes, on parle de Lille et des mésaventures comme Angers ou Saint-Étienne, mais cela fait partie du football et puis il reste encore beaucoup de journées. Maintenant, à voir, parce qu'ils vont quand même jouer 2 matchs cette semaine, parce qu'il y a aussi une autre journée de Ligue 1 samedi, donc ça va être un calendrier assez chargé sur ce mois de décembre et on espère de tout cœur qu'on verra un peu plus de spectacles par rapport à ce week-end. Eh bien, on va suivre ce qui va se passer. Au classement, Paris Saint-Germain toujours en tête avec 33 points, un match de moins. 2e, Marseille, 28 points. 3e, Angers, 24 points. 4e, Montpellier, 23 points. 5e, Bordeaux, 23 points. Pas premier barragiste tout court. 18e, Dijon avec 15 points. 19e, Nîmes avec 12 points. 20e, Toulouse avec 12 points également. Au classement des buteurs, Dembélé, le Lyonnais, est en tête avec 10 buts. Suivi de Diallo, le Messin, 9. Et Wissam Ben Yedder, le Monégasque, avec 9 buts. Bon, messieurs, on va refermer cette page Ligue 1 si vous n'avez plus rien, plus grand chose à redire. Lançons la Ligue 2. Exactement, lançons la Ligue 2. Générique, c'est parti. C'est parti pour la Ligue 2. Je vais déjà vous donner tous les résultats de cette 16e journée avec Valenciennes qui a battu Lens 2-0. Nancy a battu le Paris FC 2-0. Rodez s'est incliné chez lui face au Havre 2-1. Châteauroux, prochain adversaire des Sochaliens ce mardi soir, a été battre Le Mans 2-1. Clermont Foot a battu Niort 1-0. Guingamp et Caen font match nul 1 but partout. Lorient a battu Grenoble 2-1. L'AC Ajaccio est allé battre Chambly 2-0. Auxerre et Orléans font match nul 2 buts partout avec un doublé de l'ancien Sochalien Joseph Lopi, 40e, 68e minute de jeu. Et 3 est allé battre, on va en parler juste après, Sochaux 1-0. Il y restera, non il ne restera pas. Je vais déjà vous donner le programme de ce lundi, lundi 2 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Début de la 17e journée avec Caen-Nancy à 20h45. Mardi 3 décembre, 17e journée, la poursuite.
Toutes les rencontres auront lieu à 21h. On retrouvera Le Havre-Le Mans, Grenoble-Clermont Foot, Auxerre-Valenciennes, Niort-Lacé Ajaccio, le Paris FC Guingamp, Troyes-Rodez, Orléans-Lorient et Lens-Chambly. Et il y aura bien évidemment le déplacement du FC Sochaux-Montbéliard du côté de Châteauroux. Mais avant ça, on va s'intéresser. On va revenir sur la rencontre qui avait lieu du côté du Stade Bonal où Troyes s'est imposé grâce à un but de Bédia à la 51e minute de jeu, 1-0. Défaite des Sochaliens. Je vous propose tout de suite d'écouter le résumé de cette rencontre. S'affiche de Dominos Ligue 2 entre Sochaux 5e et Troyes 4e, 1 point d'écart entre les deux formations. Sochaux reste sur une défaite après 2 victoires. Troyes de son côté n'a pris qu'un point sur les 2 derniers matchs après avoir gagné les 3 précédents. 2 équipes donc qui peuvent être hésitantes sur ce match. Il y a pourtant un gros bénéfice à la victoire pour rester très bien placé en haut du classement. Sochaux est une équipe capable de tout, un petit peu irrégulière. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. La première opportunité est en faveur de Sochaux avec la reprise de la tête de Maxence Lacroix. Mais c'est à côté du but gardé par Gauthier Gallon. La réponse troyenne, attention à Maxence Prévost, le gardien de Sochaux. La sortie énergique et les 2 points, mais il y a un contact avec Adolphe Tekeu. Le défenseur camerounais est costaud. Maxence Prévost, le capitaine de Sochaux, un tout petit peu moins sur ce coup-là. Le choc est rude, Tekeu reste sur le terrain, mais Prévost doit sortir. Il est remplacé par Laurence Atizigui. On joue depuis 31 minutes dans ce match. Déjà un changement de gardien forcé pour Omar Daf. L'équipe de Laurent Batles, elle continue à attaquer avec ce tir au-dessus. Une petite possibilité pour Rui Pires. Ça ne fonctionne pas pour les Stacks. Une équipe de Troyes qui reste sur une cinglante défaite 4-0 à la maison contre Chambly le promu. Les Troyens veulent se rattraper et sont toujours dans le match. La partie reste très incertaine. En seconde période, Sochaux continue à essayer d'aller de l'avant. Mais Troyes récupère des ballons. En voici un ici avec cette percée impressionnante de Chris Bédia. Il a récupéré le ballon quasiment au milieu du terrain et il s'en va tout seul marquer le but du 1-0. Le franco-ivoirien marque son 2e but de la saison à la 51e minute. Aucun Sochalien n'a réussi à le rattraper ni à l'empêcher de marquer ce but. Pourtant, ils se sont accrochés. Le tacle de Rokia arrive trop tard. Les Stacks est en train de faire une très bonne opération. Sochaux essaye de revenir dans le match. Attention à cette série de tacles. Ça fait très mal. Et l'arbitre du match, Olivier Tual, sort le carton rouge. C'est contre Ousseinou Thioune. Le match tourne mal pour Sochaux. Les Lionceaux se retrouvent réduits à 10 à un quart d'heure de la fin. Pourtant, les joueurs locaux en infériorité numérique font tout pour égaliser. Pourquoi pas sur cette jolie frappe de Gaëtan Weisbeck. C'est sauvé par Gauthier Gallon. Les Troyens sont vigilants jusqu'au bout. Une dernière chance peut-être pour Sochaux avec cette reprise acrobatique et du bout du gant. Gallon détourne le ballon, le coup de sifflet de l'arbitre pour mettre un terme à cette séquence. Abdoulaye Sané n'a pas réussi à égaliser et aucun Sochalien ne parvient à marquer. Victoire de Troyes 1-0 sur le terrain de Sochaux. Victoire de Troyes, 1-0 sur une erreur défensive. Allez, on va avoir Bernard, je crois, qui est en ligne. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ben ça va, de la seconde, c'est un peu mieux c'est un peu mieux si on avait gagné, quoi. Et oui, ben on n'a pas gagné. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour les Sochaliens du côté du Stade Bonal? Ouais, mais on n'a pas gagné parce que je vous dis déjà on n'a pas l'arbitrage avec nous déjà. Ah, tu crois qu'il y a je trouve que quand même le carton rouge de Thioune, il est sévère. Est-ce que est-ce que la faute elle est due qu'à l'arbitrage? Oui, moi je pense que oui quand même, parce que il faut regarder bien sur l'engagement, c'est quand même comment dirais-je, c'est quand même le Troyen qui fait la faute avant. Hein. Oui, non, mais je parle pas de la faute sur ce qui a provoqué l'exclusion de Thioune, mais sur le match en globalité, est-ce que la faute elle est vraiment due à l'arbitre? Je pense pas quand même. Pas trop, comment dirais-je, on n'est pas trop rentré dans le match, je crois. C'est ça. Il fallait. On
on n'est pas rentré dans le match puisqu'on a manqué d'agressivité, quoi. C'est ça. Il faut dire aussi que l'arbitrage nous a pas aidé aussi. Hein. Oui, mais je trouve qu'on a manqué, comme tu le disais, d'agressivité, et puis on est surtout rentré plein axe souvent, on écartait pas souvent le jeu. Moi, j'ai pas trouvé que ça écartait assez. Oui. Et puis on est tombé sur une équipe, voilà. on est tombé sur une équipe de 3 aussi qui en avait pris 4 chez elle, donc qui voulait aussi un peu se rassurer et qui jouait derrière et qui attendait le contre également. Oui. Et on s'est fait piéger. Et le bloc au milieu surtout. De toute façon, c'est ce qui s'est passé. Et puis si on regarde bien quand même sur le but de Bédia, bon, c'est le juge de touche qui fait pas son boulot parce qu'au départ il est hors jeu. Hein. Ouais, après il revient d'une position de hors jeu quand il part parce que à la base il est derrière pendant et il le contourne. Ouais, mais il se remet. Si on regarde bien l'action, moi j'étais au match, j'étais juste en face. Si on regarde bien l'action, il est hors jeu. Bien avant qu'il récupère le ballon, que pendant il perd, il est hors jeu, Bédia. Donc le juge de touche, il doit lever le drapeau, dire justement le but, il n'aurait pas dû être accordé. Bah après, tout dépend, depuis combien de temps il était en position de hors-jeu, ou est-ce qu'il est revenu se replacer après. Bon, ça ferait qu'il faudrait vraiment voir dans les détails. Mais bon, après, on se fait piéger aussi tout seul. On fait une erreur avec ce ballon perdu. C'est Jason Ponant qui a perdu le ballon, mais bon, peu importe qui perd le ballon. Mais c'est vrai que c'était un match où je pense qu'il fallait être patient, il fallait attendre son heure parce qu'on voyait que 3 ne voulait pas se livrer. Mais on n'a pas. Moi, j'ai pas reconnu l'agressivité dans le bon sens, hein, bien évidemment. Moi, je suis dans le feu. Moi, personnellement, je trouve qu'il Oui, non, mais c'est sûr. Je trouve personnellement. Attends, il y a Arthur qui parle, Bernard. Manqué d'agressivité, quoi. Juste l'avis d'Arthur sur cette rencontre. Honnêtement, je trouve qu'on manquait surtout d'agressivité au milieu. Parce qu'on manquait de contrôle de balle et de communication au milieu de terrain qui ont fait qu'on n'arrivait pas à pouvoir concrétiser et poser notre jeu, surtout pouvoir renvoyer sur les ailes et qui était l'atout clé de cette rencontre. Jouer sur les ailes, ça aurait pu permettre de nous rassurer puis de nous mettre dans le match. Après, c'est vrai que les blessures de Lacroix et puis de Prévost n'ont pas aidé. Et ça a beaucoup touché mentalement, je pense, les joueurs. Et aussi quelques petites erreurs d'arbitrage. Bon, après, c'est assez subjectif encore une fois. Mais je pense qu'il manquait peut-être 1 ou 2 cartons jaunes du côté des joueurs troyens. Après, Florian Tardieu a été excellent dans son milieu de terrain et a été très bon, que ce soit dans la communication entre tous les secteurs et puis la relance offensive. Donc, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. 3 méritaient de gagner, mais est-ce qu'ils auraient pu gagner si on avait eu ce mental et aucune blessure, voire peut-être il me semble qu'il y avait un penalty qui a failli être accordé à Sochaux. Donc on va dire qu'avec beaucoup de si, on aurait pu faire beaucoup mieux. Moi, 3 m'a pas impressionné plus que ça. Franchement, ils m'ont pas impressionné. Je pense que si Sochaux avait été meilleur, comme tu le dis, dans l'agressivité. Dans l'intensité de match, parce qu'il fallait mettre aussi de l'intensité. Il n'y avait aucune intensité au milieu de terrain, en fait. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Oui, on a manqué d'agressivité. On n'a pas été assez agressif, en fait. En fait, la clé de ce match, c'était de prendre le contrôle et la mainmise du ballon au milieu de terrain pour assurer une meilleure relance. Et ça n'a pas été le cas. Honnêtement... Oui, mais sûr. Oui, je suis un peu d'accord avec lui, mais... c'est pareil, on n'a pas été aidé par l'arbitrage non plus, quoi. À Lens, on n'a pas été aidé par l'arbitrage non plus, puis là non plus, quoi. Après, Lens, c'est encore une autre histoire, on n'en reviendra pas dessus, mais on n'est pas tous d'accord. Et puis, de toute façon, Thioune, je suis plutôt d'accord pour le rouge, personnellement. Il n'avait pas du tout à faire ça, même s'il y avait une rétroaction à faire sur la faute du Troyen au départ. Le Thioune était prioritaire sur le tampon qu'il a mis. Je trouve que c'était complètement inadmissible. C'était à peu près du niveau de Jeju contre Lens. Il méritait amplement son carton rouge. Et honnêtement, je pense que c'est pas la meilleure des solutions pour le moment, parce que Thioune, c'est quand même une solution intéressante en défenseur centre. Donc ça devrait pu nous permettre pendant 2 matchs de jouer une défense que Thioune, qui aurait pu faire une bonne rotation. Après... on va devoir piocher des chaînes. Il prend beaucoup de cartons quand même. Ah oui, il n'a pas beaucoup de sang-froid. C'est ça, il prend beaucoup de cartons. Alors c'est vrai qu'on revenait à Maxence Prévost et puis à Maxence Lacroix. D'ailleurs, on a eu très peur dans cette rencontre. Moi, j'ai eu très peur en tous les cas pour Maxence Prévost, parce que le choc a été quand même rude avec Adolphe Tequieux. Donc
apparemment c'est fracture de la Triple pommette. fracture. Donc il va se faire opérer, donc il en a pour pratiquement 3 mois d'absence. D'ailleurs, on lui souhaite un très très bon rétablissement. Maxence Lacroix, lui, c'est un petit peu moins, ça sera 6 semaines normalement, donc on lui souhaite également aussi un prompt rétablissement. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, plus Diédiou qui a un carton rouge. La défense est complètement décimée, donc c'était la meilleure défense de Ligue 2. Bon, maintenant on a un peu rétrocédé. Et bah écoute, honnêtement, pour le moment, il va falloir piocher dans les jeunes. Il me semble que dans ce dispositif, si je prends le groupe, on n'a pas monté... Donne-nous le groupe pour Châteauroux demain, parce qu'il y aura un match demain. Il a pas monté de défenseur, donc ça va être, je pense, Jason Pendant qui va être défenseur centre ou Salem Bakata. Le groupe pour demain, Loren Satizigi au ballon pour les gardiens. Adolphe Teke, Christopher Roquia, Salem Bakata. Ah, si Ryan Senadji. Oui, il va mettre Senadji. Jason Pendant pour la défense. Sofiane Dam, Younes Kabouni, Rassoul Ndiaye qui fait son retour. Melvin City, Gaëtan Westbeck, Fabien Orega et Sofiane Diop pour le milieu. Jérémy Livolan, Thomas Touré, Brahim Lasme, Victor Glenzlin qui fait encore son retour et Abdoulaye Saleh en attaque. Un groupe de 19 joueurs. Et on rappelle que les absents du côté de Sochaux seront Maxence Prévost, Maxence Lacroix, Christophe Diédiou, Pape Paye, Océnou Thionet. Oui, et comme le disait Omar Daf, c'est vrai que maintenant il faut que les... Sur le match-là, moi je critique pas l'entraîneur, mais j'aurais mis en attaque, j'aurais mis Orega et puis Sani d'entrée. Après, Orega est encore peut-être un peu juste. Hein. C'est difficile de le lancer comme ça. Il revient de blessure aussi. Donc, moi, j'aurais... Bon, après, je critique pas Omar Daf parce qu'il fait du bon boulot, mais j'aurais tenté ça. Moi, j'aurais mis Sani puis Orega. Et puis, en défense, j'aurais pas mis Pendant. J'aurais fait... j'aurais laissé Mbakata à droite. J'aurais mis Mbakata à la place de Pendant et puis Roga sur son côté gauche avec Teke et puis la croix, ça aurait été, je pense que ça aurait été. Et personnellement, moi j'aurais mis Thionet en défense et puis j'aurais fait rentrer Melvin City. Aussi. Oui, City a fait des bons matchs depuis le début de saison. C'est vrai que c'était un peu bizarre de ne pas le voir dans cette rencontre. Il s'est échauffé à partir de la 15e minute et puis pour autant, il n'est pas rentré de tout le match. Après, c'est des choix du coach. On a tous nos propres choix. Mais comme l'a dit Omar Daf, c'est vrai qu'il a dit maintenant il faut que les jeunes aussi prennent leur chance quand on leur donne. Donc j'espère que Ryan Senadji sera aligné demain parce que moi je trouve que c'est un bon défenseur. Et moi, pour ma part, je trouve qu'on lui a pas laissé beaucoup de chance jusqu'à maintenant, donc j'espère qu'il va pouvoir la saisir. En tout cas, il a l'occasion, s'il est aligné, bien évidemment, ce mardi soir du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Après, je trouve qu'Orega a fait quand même une bonne sortie. Il a été assez déterminant sur son aile lors de la fin du match. Et au niveau technique, il a réussi à quand même mettre dans le vent pas mal de Troyens. Et puis, sacré panel technique qu'il nous a montré. Donc, je trouve que c'est quand même rassurant. Et s'il peut revenir dans une rotation avec Thomas Touré, ça peut être très intéressant pour le prochain match. Après, je ne nous vois pas faire un gros résultat contre Châteauroux. Je vois peut-être même une défaite vu comment notre effectif est décimé et puis le manque de confiance qu'on a. Et on n'est pas dans une bonne période. Donc, je pense pas que ce résultat sera très convaincant. Ça serait quand même bien de gagner à Châteauroux quand même. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, surtout qu'ils ont gagné qu'une fois à domicile. Oui, contre Auxerre. Voilà, quoi. Ils ont gagné qu'une fois à domicile. Voilà. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, j'espère qu'on aura un meilleur arbitrage à Châteauroux qu'on a eu contre Lens et puis c'est chaud. Après, il faut surtout être meilleur que l'adversaire. C'est ça, si tu es meilleur que l'adversaire, tu gagnes. Tu n'as pas besoin de l'arbitre. Il n'y a pas besoin de l'arbitre pour gagner. Il suffit d'être meilleur. C'est ça. Je trouve qu'on n'a pas, par rapport au match, le dernier match que j'avais été voir, qu'ils avaient gagné contre Lens, voilà. Oui. Non, si, clairement, je sais pas, il n'avait pas la niaque comme les matchs-là. Mais peut-être qu'on est en sur-régime, tout simplement. Hein. On n'a pas un effectif pléthorique. Oui, il y a ça aussi. Tout simplement, on n'a pas un banc non plus comme certaines équipes qui étaient taillées, elles, pour monter. Nous, le but, c'est le maintien cette saison. Hein. Il n'a jamais été question de monter en Ligue 1. Il faut s'enlever ces idées de la tête. Le principal, cette saison, c'est le maintien, pas la montée. Oui, non,
C'est sûr, mais oui, mais Après, c'est sûr. On a déjà sixième, on est sixième à la 16e journée. Si on peut viser plus haut, pourquoi pas? Bah déjà 6e, voilà, vu d'où on C'est part déjà bien, depuis. c'est déjà bien. Voilà, exactement. Vu d'où on part depuis ces dernières années, bah moi Voilà, je trouve que c'est quand même un très bon résultat. Voilà, tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Et puis, J'avais dit j'appellerai, ça va bien, ouais, bien 3-4 lundis, j'ai pas pu appeler. oui, bah c'est comme ça, on peut pas toujours appeler. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. On a des Je choses pense aussi qu'on à faire à appelle, y a pas côté. de souci. Ouais, mais merci Y a pas de beaucoup souci. Bernard. Bonne Mais, soirée. oui. Et puis à bientôt. Encore un petit mot, c'est que je suis quand même pas content après les arbitres quand même. Quand ils viennent à Sochaux, ils nous avancent pas, ils nous avantagent pas toujours non plus. Hein. Bon, il y aura bientôt Voilà. il y aura bientôt la VAR en Ligue 2. Ah, ok. De toute façon, il la faut parce que, encore une petite question vite fait là, à la 42e, nous on a un pénalty qui n'est pas sifflé. Hein. Oui, aussi, c'est vrai, il aurait pu être sifflé. Il lui prend les deux pieds, hein, il lui prend les deux pieds. Hein, on voit bien, Mais avec on voit des bien. ici, on referait tout le match. Après, c'est l'arbitre qui a pris la décision de ne pas le siffler. Bon, c'est comme ça. C'est sûr, Il faut respecter aussi l'arbitrage. Mais si l'équipe est meilleure, eh ben, elle doit s'imposer tout simplement. Après, Bien ce sont sûr, des bien sûr. faits de jeu. Eh ben, merci beaucoup, Bernard. Mais il n'y a pas de souci. Bah, Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, À Bernard. bientôt, puis allez, Sochaux. Exactement, allez Sochaux. C'était Bernard qui nous appelait pour nous parler de la rencontre contre Troyes. Ben moi, je vous propose d'écouter le buteur Chris Bédia du côté de Troyes. Regardez sa réaction après la rencontre. Très content, pour le groupe surtout et pour le coach aussi, parce que la semaine dernière, il n'était pas très content dans l'entame du match et tout. Pas trop motivé et aujourd'hui, il a dit que ça arrive de faire des erreurs, mais il fallait relever la tête vite et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, on a su faire la différence dans ce contexte parce qu'on était concentrés, on était tous ensemble, on se parlait les uns les autres et ça a suffi pour gagner aujourd'hui. Il fallait juste être prêt dans l'impact physique et après c'était bon, je pense. Oui, ça fait du bien, surtout dans la tête. La dernière fois que j'avais marqué, c'est contre Auxerre. Là aujourd'hui, j'avais pas spécialement envie dans ma tête marquer, mais faire les efforts collectivement et ça a payé. J'ai marqué, donc je suis content, c'est un plus. Il fallait montrer qu'on a du caractère. Il n'y a pas une équipe qui perd pas dans le championnat. Tout le monde peut perdre, mais le plus important c'est de passer par-dessus et c'était une étape. Et c'était très important ce soir de gagner. Même si on ne gagnait pas, il fallait faire match nul et en tout cas il ne fallait pas perdre pour montrer qu'on était là prêt mentalement. Comme je vous ai dit, on a fait l'erreur contre Chambly. Je pense que le coach il va nous prévenir, il va nous dire et encore qu'il faudra être vigilant sur ce genre de match à domicile. Et il faudra qu'on reste compact et pas s'éparpiller. C'était Chris Bédia, le buteur troyen du côté du Stade Bonnelet. Là, on va écouter l'entraîneur de Troyes, Laurent Batles. Oui, on en parlait avec mon ami Omar. C'est vrai que de jouer sur un terrain comme ça, c'est pas facile. On perd des joueurs sur blessure. On est un peu... à la fois, je suis bien sûr très heureux du résultat, comme vous en doutez, puisque en plus, on jouait après tout le monde et venir gagner à Sochaux, c'est très important parce que tout le monde ne viendra pas à gagner ici. Malgré tout, je perds quand même 3 ou 4 joueurs sur le match. Je pense qu'Omar perd 2 ou 3 joueurs aussi. Donc la soirée aurait pu être plus belle et je suis mitigé parce que je ne sais pas la gravité de la blessure de mes joueurs et aujourd'hui, vous vous doutez bien que dans les clubs où l'on joue, on a besoin de tout notre effectif. Donc voilà, je cache pas que bien sûr au niveau comptable et au niveau du classement, déjà on met Sochaux encore derrière nous. On se rapproche aussi des objectifs qu'on s'était fixés. Donc voilà, je suis content. Mais après, voilà, il y a ces faits de jeu qui font que à la fois on ne peut pas trop jouer sur ce terrain et à la fois on perd des joueurs. Après aussi, vous savez, on analyse les matchs que font les adversaires et notamment Sochaux. On savait que c'était une équipe qui avait la capacité à jouer très vite vers l'avant et à la récupération, à être presque injouable puisque c'est beaucoup de buts qui ont été marqués de leur part sont dans la transition et nous on voulait être beaucoup plus costaud que l'on a été aussi sur le match de Chambly il y a la semaine dernière
Et la qualité des joueurs de Sochaux nous donnait pas non plus de garantie de pouvoir venir jouer ici et jouer très haut. On a fait le match qu'on devait faire. Et oui, on a fait le match qu'on devait faire du côté de Troyes. Et là, on accueille Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, puis toi Fred ? Bah écoute, parfaitement bien. Parfaitement bien, malgré la défaite de nos Sochaliens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tout à fait, ouais. Malgré, comme on dit, malgré notre défaite, après, hein, comme on dit, quand on joue pas, on peut pas gagner. Hein. Exactement. Quand on joue pas, on peut pas gagner. C'est vrai ça fait 3 matchs on n'est pas bien du tout. Donc voilà quoi. C'est là qu'on voit vraiment nos forces. Nos limites. C'est là qu'on voit aussi. vraiment nos forces, nos limites, exactement comme tu dis Fred. Voilà, contre 2 prétendants à la montée, contre Lens, il n'y avait pas photo. Hein, on s'est pris quand même 4-0. La défaite était très lourde. Oui. Donc voilà, 3, quand ils sont en Ligue 2, c'est toujours des prétendants à la montée en Ligue 1. La preuve, hein, ils sont venus samedi chez nous, ils jouaient le nul. Et puis sur une erreur défensive, ils ont récupéré le ballon et l'attaquant il a mis dans le vent tout le monde et puis il a été marqué son but. Et puis voilà, résultat des courses, le nul s'est transformé en victoire pour eux quoi. Donc chapeau à 3. Prochain match, ce mardi, du côté de Châteauroux. Demain, il faut réagir par une victoire quoi. Ça va être très très dur quand même. Hein. Ah oui, ça va pas être simple. Bon, Châteauroux n'a gagné qu'une seule fois à domicile contre la GOCR. 1-0. Oui, peut-être, mais bon, là, elle vient de gagner au Mans, quoi. C'est un match très important aussi pour le maintien. Ils sont en confiance. Donc, ça va être très dur, quoi. Il faut voir le match. On sera impatient d'être derrière, derrière le poste de radio parce que je peux pas le regarder à la télé. Donc voilà, on sera impatient et en espérant que nos joueurs nous emmènent un bon résultat, les 3 points. Un petit mot sur Maxence Prévost et Maxence Lacroix, tous deux blessés, surtout Maxence Prévost qui a eu un gros choc. Excusez-moi du terme, mais ça fait chier quoi. Ça fait chier parce que c'est quand même deux éléments clés de notre système. Hein, c'est quand même notre capitaine, Maxence Prévost, voilà. Et c'est pas de chance, c'est bon rétablissement à lui. Bien sûr. On est de tout cœur avec lui et on pense très très fort avec lui et il reviendra plus fort. Et en espérant que Lorenz Ziggy fasse l'intérim comme il faut, pendant au moins minimum pendant 2 mois, ce que j'ai appris. Oui, c'est ça. Pour Maxence Prévost, ce qu'on m'a dit. Donc, même 3 mois voilà, peut-être. Et puis puis Maxence Lacroix, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce qu'il revenait de blessure, il était bien et puis il est sur blesse. Voilà, claquage, c'est moins grave que Maxence Prévost, c'est sûr. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que claquage, c'est 1 mois ou 2 mois. Semaines. Donc voilà, pareil, bon rétablissement à lui et puis qu'il revienne plus fort qu'il était, quoi. Bon, puis ça laisse la place aux jeunes maintenant, à ceux qui veulent avoir leur chance. C'est le moment. Comme je pense à Ryan Senadji, peut-être derrière, c'est le moment de saisir sa chance. Je pensais à lui, une petite dédicace à ma fille qui adore ce joueur. Oui, je sais. Voilà, donc oui, je pensais à Ryan. Après, j'étais en train de me poser la question aussi parce que je sais pas s'il joue en National 2 ou en National ou quoi. C'est Nicolas Ezemba qui pourrait peut-être aussi avoir un... il n'est pas dans le groupe, là. Il est pas dans le groupe. Il joue avec la réserve. Il joue avec la réserve. Par la suite, parce que Christophe Dédieu, notre tour de contrôle, notre agence touriste, comme je dis, à chaque match quand il était là, il en a encore pour 2 matchs. Honnêtement, vivement qu'ils reviennent, parce que moi, mes joueurs, je les aime, mais c'est Christian, voilà, Jason Pendant, même si c'est pas le même poste, c'est pas Diédiou, quoi. Non, c'est pas pareil. Touriste derrière. C'est pas son poste. Donc voilà, donc c'est vrai que qu'il fasse ces 2 matchs encore qui a purgé Diédiou, puis qu'il revienne très vite, en forme comme il l'était. Et puis voilà, puis comme on dit, là, j'espère qu'Omar va donner la chance à des jeunes méritants. Peut-être pas les mettre titulaires comme demain Ryan, mais pourquoi pas le mettre quand même, qu'on puisse le voir un petit peu jouer. Parce que dans le groupe, c'est bien. C'est bien, mais ils veulent quand même montrer leur talent. Donc ça serait bien qu'un Senadji puisse rentrer, puis qu'il nous montre de quoi il est capable. Parce qu'en national,
Je sais bien que National Ligue 2, c'est différent, mais en National, il fait des bons matchs, Ryan. Donc moi, je serais d'Omar, je le lancerai dans le grand bain, c'est le moment. Ah bah, je pense qu'il il risque d'être titulaire demain. En tout cas, on suivra ça du côté du Châteauroux. Il y a que les défenseurs centres Salem dans le groupe. Attaque a fait un super match. Hein, il a fait un beau match samedi, Salem. Hein, il a la concurrence rude avec Paille, mais bon, il le remplace bien. Après t'as Pendant, t'as Christopher Roquia qui est pour moi qui est titulaire indiscutable. Il est de mieux en mieux dans tous les matchs. C'est un battant et puis tant mieux qu'on l'a. Voilà, donc après c'est pas dit qu'un Ryan Senadji soit titulaire. Après, on verra, moi personnellement, j'aimerais qu'il soit titulaire pour voir ce qu'il a vraiment, puis qu'il a envie de jouer, parce que il a été formé chez nous, donc c'est des jeunes qui ont besoin de jouer, comme Victor en attaque aussi, en attaque, il a envie de jouer aussi. Donc Omar, c'est le moment de lancer peut-être un défenseur de national, quoi, un Ryan ou un autre. Eh ben, on verra en tout cas. Qu'il m'écoutera. On verra en tout cas si ça sera le cas demain. En tout cas, le gardien de but, lui, du côté de Châteauroux, eh bien, c'est quelqu'un qui est d'ici. C'est le frère à Victor Pillot qui joue au Besançon Football. Il s'appelle Rémi Pillot et il fait d'excellents matchs du côté de Châteauroux. Eh bien, merci beaucoup, Cédric, d'avoir appelé. Écoute, je t'en prie, Fred. Et merci à toi. Bonne soirée à vous tous. Ah oui, bonne soirée. Et puis, bonne soirée à toi. les Sochaux. Bien sûr. Et puis demain, on va ramener les 3 points à Châteauroux. Exactement. Il faut positiver. Bien sûr qu'il faut y croire. Voilà. C'est le sport. Notre mauvaise série, là, il faut refaire justement une série comme on avait avant, quoi. Oui, et n'oubliez pas, surtout qu'on est 6e. Exactement. On est 6e de Ligue 2. Et c'était pas prévu. C'est bien, c'est beau. Oui. On fait un beau début de championnat. Exactement, c'était pas prévu. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. C'est le maintien qu'il faut viser avant tout et pas, il n'y a pas de montée en Ligue 1. Le maintien. Tout à fait, le maintien. Et puis après, on verra. Le maintien qu'on soit maintenu le plus tôt possible. Et puis après, après ce qui arrivera. Mais bon, on sait très bien que notre place est en Ligue 2. Il faut pas rêver. Comme j'ai dit, pour moi, il y a 2 équipes qui sont au-dessus du lot. C'est Lens et Lorient. Après, il y aura des équipes comme Troyes, comme Le Havre, comme des équipes comme Troyes, comme Le Havre, qui voudront aussi, qui sont en lutte pour la Ligue 1. Nous, honnêtement, par rapport à ces équipes-là, on est encore en dessous. Il faut être réaliste. On est encore en dessous. Mais ça va venir. Dans quelques années, bien sûr, on montera et puis voilà, quoi. Surtout si on a beaucoup de blessés comme c'est le cas. Merci beaucoup, Cédric. C'est ça, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est le foot. C'est le foot, exactement, c'est le sport. La roue, elle va tourner dans notre sens un jour. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir appelé. Merci à toi, Fred. Puis on se retrouve très bientôt. Pas de problème. À bientôt. Merci, Allez, bonne soirée. Fred. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Cédric qui nous appelait, fidèle supporter. On va écouter tout de suite l'entraîneur Omar Daf. C'est un sentiment partagé dans le sens où je suis aussi écœuré pour mes joueurs, écœuré pour mon staff, pour tous les supporters. C'est clair qu'aujourd'hui, les joueurs ont donné ce qu'ils ont pu sur un terrain difficile, mais je trouve encore on est pénalisé encore par un carton rouge qui me paraît très très sévère vu le nombre de fautes qu'il y a eu sur cette rencontre. Oui, là on voit les difficultés qu'on peut avoir avec notre effectif, avec la profondeur de notre banc. Voilà, ce qui est difficile, c'est qu'on perd encore 2 joueurs sur blessure, on perd encore un 2e joueur sur une expulsion. Ça fait beaucoup. Maintenant, faut continuer à regarder devant. Il y a un match qui va arriver dès mardi très rapidement. Il faudra remobiliser les troupes, reprendre des forces et aller chercher les points qu'on a perdus cet après-midi. On attend les examens complémentaires pour pouvoir se prononcer sur la nature de leurs blessures, mais ça nous handicape fortement. Mais voilà, je suis très déçu parce qu'on a essayé de produire du jeu. Je pense qu'on a largement la possession sur ce match. Cette équipe de Troyes a joué très bas. Je pense qu'ils étaient venus chercher un point. Nous, sur cette première mi-temps, on a essayé de produire du jeu sur un terrain très difficile. En deuxième mi-temps, sur une de nos rares pertes de balles, on a été punis. À nous d'apprendre de nos erreurs. On les connaît parfaitement aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ils se sont mis bloc bas, ils ont attendu. Et je pense qu'on a plus de 60% de possession de balles. Après, à nous de mieux les exploiter. Je pense que au niveau où nous sommes dans ce championnat, tout le monde se connaît. Donc, on les a aussi bien étudiés. C'est ce qui nous a permis de les mettre en difficulté, de les acculer vers leur but.
Après, on n'a pas su trouver les solutions pour marquer ces buts qui nous auraient permis de gagner cet après-midi. C'est Omar Daf, l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard. Un petit mot sur les résultats des jeunes ce week-end. On en parlera plus longuement avec Frédéric Fitch tout à l'heure en National 3. Le FCSM a fait match nul du côté de Selongé, un but partout. En U19, le FCSM est allé s'imposer largement du côté du Racing Club de Strasbourg, 4-1. En U17, c'est encore mieux. Face à la jeunesse d'Aubervilliers, les Sochaliens s'imposent 6-1. Et le FC Sochaux est allé s'imposer du côté de Dijon 2-1 en U15. En tout le cas, c'est un beau week-end pour les équipes de jeunes du FCSM. Eh bien, on va refermer cette page et puis on va ouvrir celle du National 2, National 3 avec Mister Frédéric Fitch qui déploie ses fiches. Allez, c'est parti, Fred, c'est à toi. Déploie, oui. Oui, qui déplie, c'est mieux. J'ai dit quoi? Déploie? Oui, déployer. Voilà, déployer. Oh, pourquoi déployer? Oui, pourquoi oui, pas. On déploie un étendard, mais pas forcément une fiche. Allez, à toi de jouer. On va commencer par la 13e journée de National 2 qui a eu lieu ce week-end, avec dans le groupe A, l'ASM Belfort qui s'est déplacé en Picardie, enfin dans les Hauts-de-France maintenant, du côté de Saint-Quentin et d'Orléans. Et ben, les Belfortins se sont inclinés 3-1. Au classement, les Belfortins sont 9e avec 14 points. Et la prochaine journée, ce sera dans 15 jours, après leur match de Coupe de France qui aura lieu en Guadeloupe. Oui, d'ailleurs, ils ont embarqué aujourd'hui. On leur souhaite un excellent vol et puis une bonne arrivée. Et surtout, dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. C'est ça, et surtout de revenir avec la qualification, c'est face au FC Jeunesse Évolution. Donc, et puis pour le prochain match dans 15 jours, ils recevront l'équipe de Croix, donc c'est ROX. Dans le groupe D, du côté de Jura, c'est le groupe de Jura Sud, ils se sont inclinés aussi 2-0 sur le terrain du MDA Chasselet. Au classement, Jura Sud est 9e avec 15 points et le 14 décembre, mais il n'y a pas de Coupe de France pour Jura Sud. Mais ils recevront Fréjus Saint-Raphaël le 14 décembre à 18h. On va passer à National 3. Nous avons suivi ce week-end deux matchs. Alors, je vais vous donner les résultats. Déjà, la JOCR a battu le CA Pontarlier 2-0. La réserve du Sochaux-Montbéliard a fait match nul du côté de Selongé, 1 but partout. Dans le derby du plateau, Mortemont-le-Bon a battu Vadin-Anversel 1-0. Le Besançon Foot a écrasé Jura de Loie 5-0. Et dans le match que nous avons suivi hier, Roche-Novillard, le Racing Besançon a battu Roche-Novillard 2-1. Alors moi j'ai été sur les deux rencontres, donc du côté du Besançon Football face à Jura-de-Loie 5-0. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre. C'est vraiment un très bon match du Besançon Football qui s'incline largement dans cette partie face à un Jura-de-Loie qui a perdu, on le sait, pas quand même des joueurs importants. C'est compliqué en tous les cas pour eux en ce moment. Et du côté du Racing face à Roche, on a vécu aussi une belle rencontre et qui s'est finalement soldée à l'avantage du Racing Besançon. Je te laisse continuer. Alors, au classement, le Besançon Foot est 3e avec 19 points. Le Racing Besançon est 5e avec 18 points, mais avec un match en moins. Le CA Pontarlier est 6e avec 16 points. La réserve du SC Sochaux-Montbéliard est 7e avec 15 points, à égalité de points avec Mortemont-le-Bon. Mais les Sochaliens ont un match en moins. Le match contre le Racing Besançon, justement. Mortemont-le-Bon est 8e. Non, le Jura-de-Loie, est 9e avec 13 points. Vadin-Anversel 13e et avant-dernier avec 5 points. Et Roche-Novillard ferme la marche 14e avec 3 points. La prochaine journée sera le samedi 14 décembre. En raison de la Coupe de France, il n'y a pas de match la semaine prochaine. Où Mortemont-le-Bon recevra Selongé. La réserve de SC Sochaux-Montbéliard recevra Dijon. Roche-Novillard se déplacera du côté de Montceau-les-Mines. Jura-de-Loire recevra Guignon. Et nous suivrons ce match, le derby byzantin entre le Racing Besançon et le Besançon Foot. Ah oui, il y aura le derby. Et puis le dimanche 15 décembre à 14h30, il y aura un autre derby du Haut-Doubs entre le Vadin-Anversel et le CA Pontarlier. C'est ça. T'as terminé ? Oui. T'as dit qu'il y avait un Racing quand même Besançon qui s'est placé du côté de Monceau en Coupe de France. En Coupe de France ce samedi à 18h. Nous y serons au stade des Alouettes. D'accord, et il y a les Aigles Rouges qui font un bus d'ailleurs. Je crois qu'il reste encore quelques places pour ceux qui veulent se rendre du côté de Monceau. Donc prenez contact avec les Aigles Rouges. Le départ est à 15h du siège du Racing. Oui, Besançon. voilà. Après ils verront. On peut donner quelques informations. Les gens verront bien. Oui, le départ est à 15h du côté du siège du Racing Besançon. Et 15 € pour le déplacement. Exactement, vous allez sur Facebook, vous tapez Aigle Rouge et puis vous aurez toutes les informations. Et bien on va refermer cette page foot pour ouvrir la page
Handball, pour vous dire que le Grand Besançon de handball s'est incliné du côté de Billiard, c'était ce week-end 23-22. Pour le moment, les Bisontins sont 14e au classement et en dernière position avec 3 points. Il y aura un match de Coupe de France face à Pays d'Aix qui évolue en Lidl Star League cette saison. Ça va être un match du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. Je vais y arriver. Allez, on ravale tout et puis on recommence. Gagny-Yalouz, notre lutteur, bien évidemment, bien connu. Et du côté du Palais des Sports, à 20h15 ce vendredi, l'équipe du Grand Besançon de handball recevra donc Pays d'Aix qui est en 6e position du côté de la Lidl Star League. Donc soyez nombreux et nombreux du côté du Palais pour supporter les Bisontins. Ça peut faire du bien, une petite coupure avec cette Coupe de France. On quitte le championnat et on essaye de faire tomber Pays d'Aix. Et en handball également toujours, mais là c'est un peu plus proche d'ici, c'est le cercle sportif vésulien qui s'est imposé en national 2 masculine du côté de Longueville, 38-26, et ils sont en tête pour le moment avec 24 points, suivi juste derrière de Vénissieux avec 19 points. Bon messieurs, juste un petit mot de handball, vous avez suivi un peu... le handball, le championnat du monde de handball féminin avec la France qui n'a pas super bien démarré en se faisant battre par la Corée 29-27 contre le Brésil 19-19. Maintenant, elles n'ont plus le choix. Ce mardi à 11h, elles doivent absolument battre l'Australie. Oui, pour le moment, on ne s'attendait pas à avoir de telles difficultés de la part de nos Bleus dans ce début de compétition. Après, elles ont les capacités et l'effectif pour pouvoir se relancer, même si l'Australie ne sera pas une équipe facile à battre. Donc pour le moment, tous nos espoirs sont placés sur ce match et puis on espère de tout cœur qu'elles arriveront à remonter la barre. À redresser la barre, pardon. Oui, remonter aussi, redresser, enfin en tous les cas, battre cette équipe d'Australie parce que là, il y a vraiment plus le choix. Eh bien, on va s'arrêter là, on va clore cette émission. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci Arthur, merci Fred. Et puis, on se retrouvera peut-être lundi prochain. On va voir, on vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. Et puis, on va se quitter là-dessus, non ? Oui. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. On souhaite bien évidemment une victoire de Sochaux demain du côté de Châteauroux. Et puis, on vous dit à une prochaine. Et surtout, allez Sochaux. Bonne semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si c'est pas, et si c'est pas, et si c'est pas, et si c'est pas, et si c'est